Bonjour à tous, merci d'être là. Alors un premier remerciement à Pablo, parce que c'est Pablo qui nous avait indiqué ce film alors que Dominique cherchait sur la thématique des coachs, je ne me trompe pas, hein, comme ça. Moi j'ai souvenir de ça. Je ne connaissais pas du tout ce film-là, que je n'avais pas revu d'ailleurs, que j'ai redécouvert là, parce que j'ai le privilège de ne pas intervenir, de ne que discuter, du coup c'est plus reposant. Voilà. Donc, première séance inaugurale, en sachant que cette année on a une programmation un peu plus claire, avec un peu de visibilité. Donc, quatrième samedi de chaque mois, tous les 2 mois. Prochaine séance le 24 novembre, ensuite le 26 janvier, le 23 mars et le 25 mai. Et donc, a priori, ça sera en mars que Marie-Josée Monzin interviendrait sur la même thématique. On ne sait pas encore le film. Elle hésite. Voilà. Et ben, je passe tout de suite la parole à Pablo. Et on discutera. Je pense qu'on va marcher là. On va y aller par forme de fonctionnement, je pense, dans l'année dernière. Donc, je vais toujours démarrer les travaux en situant un petit peu le film dans son contexte, en parlant rapidement de la production. Je vais le faire très vite parce que le film est un peu long et je veux très envie d'écouter Dominique. Et après, je vais parler très rapidement. Je vais être très sincère, je n'ai pas eu énormément de temps de préparer pour aujourd'hui comme j'aurais aimé. Mais je sais que comme notre idée était de faire évoluer les choses dans la logique de séminaire, je vais donc après, quand j'apprendrai le film, juste vous présenter quelques idées, parler un petit peu de ma méthodologie de recherche, des idées conceptuelles que j'aimerais aborder à partir de ces films et que je compte surtout développer par la suite avec les autres films qu'on va travailler cette année. Donc juste pour situer rapidement Foxcatcher, c'est un film de 2014, c'est le 4e film de son réalisateur, Bennett Miller, qui vous avez sans doute probablement vu son 2e film qui est Truman Capote, c'est comme ça qu'il a été traduit en français je pense, qui est un très beau film d'ailleurs. Il a fait très peu de films, 4 films dans une décennie, et son premier film est un documentaire. Je pense que d'ailleurs ça se ressent un petit peu le style documentaire de toute sa production par la suite, et dans Foxcatcher assez clairement. C'est un film dont la mise en scène est assez sobre, et vous voyez l'utilisation de la bande-son assez éparse, une certaine, j'aurais dit à distance, mais on m'a corrigé tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'est pas distant ce personnage, mais disons qu'il est assez... j'allais dire distant tout à l'heure, mais on m'a corrigé, que quelqu'un m'a corrigé sans doute raison. C'est pas un film qui est distant, mais c'est un film qui a beaucoup d'empathie pour tous ces personnages, qui ne prend pas de parti tout de suite, et qui s'intéresse vraiment à explorer cette histoire-là, disons, dans son état presque matériel. Surtout les scènes de lutte démontrent bien cette visée un peu documentaire. Alors, pour situer donc, le contexte de production, il est financé par une boîte de production qui s'appelle Annapurna Film, qui est venue ces dernières années, qui n'existe pas depuis longtemps, depuis 2011, qui est devenue une espèce de mini-major, qui produit notamment des films de Paul Thomas Anderson, qui a produit hier de Spike Jonze, qui a produit quoi d'autre, les derniers Harmony Korine, les films de Catherine Bigelow, etc. Donc c'est une jeune boîte de production, mais qui arrive à ramasser des fonds assez importants parce qu'elle est menée par une jeune héritière très riche, et donc qui a des fonds pour pouvoir faire des contrats avec des grands réalisateurs, de très bons réalisateurs actuels américains, et leur donner beaucoup de liberté. Donc c'est un film qui a été assez cher et qui ne s'est pas payé d'ailleurs. Les estimations de budget de Foxcatcher sont dans les alentours de 24 millions de dollars. C'est que pour un film indépendant américain est assez important. Mais ce qui est intéressant de situer dans cette histoire de Annapurna Prod, c'est qu'on est dans le cinéma indépendant américain au sens plus propre du terme, même si les accords de distribution sont avec Sony, comme vous avez vu, et qu'ils sont bien intégrés dans le système, c'est vraiment un compromis qui rappelle de nouvelles Hollywood, c'est-à-dire donner beaucoup de moyens à des réalisateurs pour qu'ils réalisent des films à l'américaine, c'est-à-dire dans une tradition hollywoodienne, mais avec une patte autorale très claire. Donc en prenant des risques au niveau narratif, au niveau de la thématique, qu'on ne peut pas prendre vraiment à l'intérieur des grands studios qui sont dans une logique beaucoup plus standardisée et axée sur les bénéfices qui vont être générés par la suite. Donc je pense qu'en termes de
contextualisation, c'est ça, c'est un film très récent qui date de 2014, donc il n'y a pas de tradition théorique ou critique sur laquelle il faut revenir. Ce qui m'emportait, c'était juste de situer cette possibilité justement qu'il y a clairement pour les réalisateurs là, de faire un film assez personnel, assez autoral, et de tacler certains, de façon très critique une tradition de cinématographie américaine qui est, je pense, au centre de Foxcatcher, sur laquelle je vais parler un petit peu. C'est un genre de film de sport. Et Foxcatcher, disons, pour utiliser un terme un peu à la mode autrefois, un film déconstructiviste sur le film de sport. C'est quelque chose que je vais aborder par la suite. Je pense que nous va vous en parler aussi de la question du sport, de la relation du coaching et d'autres choses du genre. Donc je te passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, merci d'être là. Et sans plus tarder, trois remarques liminaires avant l'explication, l'interprétation proprement dite. Alors, d'abord, il est intriguant que ce réalisateur, c'était un petit chéri des Oscars, il avait 11 citations pour ses films précédents, pour les deux premiers films, pour les longs métrages. Ce soit lancé dans un film de ce genre, qui n'attire pas forcément les foules. On a dit de ce film, je crois que c'était Les Invoques, oui, un film profondément atypique, captivant, mais où l'enjeu par masque, non, c'était délirant ça. Et Miller dit de son film lui-même, dans un supplément au film, qu'il aime les films qui font, je cite, penser. Alors, voilà, l'interprétation qui est, voilà, il faut penser parce qu'on n'est pas sûr de l'interprétation. Alors, moi je dirais, pour introduire ce que je vais essayer de faire, qu'il aime les films qui font affleurer, pas de manière totalement explicitée, le non-dit, l'inconscient, et je reprendrai volontiers en compte, ça c'était dans Les Invoques, une vidéo des Invoques, cette expression se noue entre les trois hommes un manège, terme assez ambigu parce que ça tourne, ça pourrait être se tourner allègrement, mais un manège fait de sourde domination. Et un peu plus loin, le journaliste dit qu'il y a là des cryptes, des cavernes souterraines dans l'âme humaine. On est dans la périphérie du monstre. Voilà. Je trouve que cette appréciation résume bien ce que je vais essayer de dire, à savoir clairement dans un manège de domination, à trois, et en même temps, ce manège nous permet d'approcher de la périphérie du monstre, à savoir de ce qui a un rapport avec la libido dominandi, voir la libido, alors dominandi c'est la libido, Pierre Bourdieu, la jouissance de dominer, l'envie de dominer la jouissance de dominer, mais aussi celle de celui qui se trouve dans l'inférieur dans la relation de domination. Alors en fait, j'ai été un peu désarçonnée par ce film, donc j'ai essayé de voir d'abord les enseignements communs par rapport aux autres films. Qu'est-ce que je retrouvais par rapport à Citizen Kane d'un côté, Whiplash de l'autre. Ah oui, Sunset Boulevard. Donc j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de commun et puis ce que l'on apprenait, qui était, à mon avis, neuf par rapport au film précédent. Alors, les choses communes, ce qui m'ont frappé, c'est le trois en fait. D'une part, l'emprise progressive. Donc vous voyez d'abord une entrée dans une maison qui est loin de la maison principale, on n'est pas dans le domicile de l'employeur. Et puis petit à petit, les visites nocturnes de l'employeur, à des heures étranges, vraiment nocturnes, il oblige son employé à se réveiller alors qu'il est en petite tenue. Et puis, d'autres traces de ça, plus nettes, je pense les trucs principaux, c'est l'entrée dans le privé familial, puisqu'il va dans un tout petit appartement pensé à l'hôtel de Dave, donc le frère aîné, le coach, où il y a les enfants qui sont là, qui sont en train d'être habillés, etc. Et puis, la dernière scène du film, c'est l'avant-dernière, c'est It's Sunday, jour de famille. Bon, donc, l'emprise, la confusion du familial et du professionnel très vite. Après l'arrivée La deuxième chose, c'est toujours dans l'attachement à l'emprise totale, vous avez plein de rapprochements physiques. Marc Schultz a
dit qu'effectivement son mentor lui demandait de couper la barbe, c'est pas une chose inventée par Bennett Miller. Donc la barbe, vous avez les embrassades, que d'ailleurs le mentor revoit avec bonheur dans le film, les embrassades post-match, en cas de victoire évidemment. La demande aussi d'être dans son coin, c'est-à-dire de s'approcher de lui jusqu'à la fin, il va même le payer pour ça, pour rester dans son coin. Et puis c'est le corps à corps auquel il se livre dans le salon, je crois, la nuit, tous les deux, en luttant. Il y en a plusieurs, il y en a un avec la collectivité des lutteurs dans le salon, et puis un autre de nuit avec Marc, dont on a dit, ce qui a rendu Marc Schultz, le vrai Marc Schultz furieux, qui avait une connotation sexuelle dans ce corps à corps entre ces deux-là. Et Schultz a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait jamais eu de connotation sexuelle dans le rapprochement physique. L'autre signe de cette emprise totale et progressive, c'est la sidération totale du pont. Chaque fois que Marc, je ne sais pas si vous l'avez vu, chaque fois que Marc manifeste sa sortie de la relation, il a la bouche qui s'ouvre et il est interdit littéralement. Il ne peut plus rien dire. Il y a plusieurs moments, quand il est en train de récupérer sa forme physique grâce à son frère, quand ils sont en train de s'entraîner dans le hangar et que Dave reprend son frère en charge et que l'autre essaie de l'appeler et puis ça ne marche pas. Il y a plusieurs moments où il reste sans voix quand la relation ne peut pas reprendre. Donc, première chose commune, l'emprise totale, progressive, on l'a vu dans Citizen Kane, en tout cas pour l'épouse. Voilà, elle n'arrive pas à échapper à cet homme et à cette emprise. D'ailleurs, elle lui dit, je ne suis que ta chose, enfin, etc. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'issue positive à ces relations de domination. Ça passe par la destruction du sujet dominé. Alors, c'est pas pour moi, c'est pas très clair. C'est-à-dire que je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui fait que Marc devient à la fois un sportif raté, un champion qui échoue, c'est une destruction comme professionnel, comme champion, et puis c'est une destruction comme corps, puisque c'est la drogue, l'automutilation à répétition. Il est devant sa classe, c'est lui qui s'auto-mutile, donc il s'auto-détruit, littéralement devant nos yeux. Bon, ça c'est du côté du dominé, mais du côté du dominant c'est pareil. C'est-à-dire que la relation va jusqu'à la folie, elle va aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Donc il y a vraiment une destruction de tous les protagonistes de la relation, et ça on le voit vraiment chez les hommes, c'est très net. Et dans Sunset Boulevard aussi. Les deux, c'est fini quoi, pour les deux. Bon. Donc là, il y a quelque chose qui est commun. Ce qui est commun aussi, c'est que la seule issue positive, et encore, c'est la fuite. Et encore, je le dis encore, parce que dans Citizen Kane, l'épouse finit par s'enfuir, mais au fond, elle est détruite, elle se met à boire, elle est vraiment détruite pour la fin de son existence. Dans Whiplash, il s'enfuit, mais il est complètement défait, ce jeune homme. Se refaire, vous sentez la scène finale, mais il est défait. Le mentor a pas l'air de faire une carrière plus positive. Voilà, il n'y a pas la fuite est une fausse fuite, elle ne fait que retarder l'issue fatale pour la destruction des sujets. Bon. Et ici, la fuite, vous avez vu, elle existe, puisque Marc s'en sort, vous avez vu qu'il s'en sort, mais il fait de la merde pour un champion du monde. Et surtout, la fuite, l'emprise se déplace sur un autre personnage qui est traîné à mort. Bon. Voilà en gros les choses communes pour moi entre les trois films qu'on a déjà, les films qu'on a déjà projetés. Alors, qu'est-ce que nous apporte ce film-là par rapport à tous les autres? Alors, la première chose, c'est pour moi l'essentiel d'ailleurs, c'est qu'on a ici une véritable étiologie, et assez tôt, une explication, si vous voulez, une genèse multiple à ces relations. Alors, j'appelle moi ça j'ai appelé ça dans des relations de domination à rapprocher. Ce que j'appelle la domination rapprochée, c'est une notion qui nous sert simplement. Ce sont des relations où la domination s'exerce beaucoup dans le face-à-face, de manière relativement continue, sans qu'il y ait beaucoup de coulisses possibles pour les protagonistes. Ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent exprimer leur rapport à la relation.
et où souvent il y a aussi une unité de lieu relatif, c'est-à-dire il y a quand même un espace qui est partagé par le protagoniste. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une explication de qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont se livrer à une relation de domination rapprochée. Alors, il faut que vous sachiez que moi je suis en train, je crois, de finir un livre sur la relation maître-domestique, donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ça tient cette relation-là sur un siècle en France et que ça continue à tenir malgré le caractère intolérable, me disent les domestiques, de leur relation. Alors, ce qui fait que ça tient, ici c'est un peu spécifique. Je ne retrouve pas ça, enfin, je trouve ça chez les domestiques qui s'emploient chez les riches, simplement. C'est une même soif de grandeur. Alors, c'est très net pour les domestiques qui s'emploient chez les riches, c'est qu'il y a quelque chose qui les fascine dans la grandeur de l'autre, une grandeur auquel ils n'auraient pas accès normalement, sociale et économique auquel ils n'auraient pas accès normalement, et ils disent qu'il y a quelque chose qui les a séduits là-dedans et qu'ils vivent par procuration le château, l'indépendance, le parc, l'alimentation, etc. Ici, c'est très polarisé sur effectivement le sport, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment, je sais que je n'ai pas d'autres termes, je ne sais pas très bon, mais c'est vraiment une association de malfaiteurs de la grandeur. Là. Je ne sais pas, bon, je le dis comme ça parce que c'est ça qui prend entre les deux hommes. Là, je parle de Marc, Dominé et son mentor. La première interaction, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez ma grandeur? Ça ne marche pas. Et ensuite, très habilement, Dupont lui dit, qu'est-ce que vous voulez dans l'existence? Et il dit, I want to be the best. J'ai envie d'être le champion, etc. Je veux une médaille d'or, etc. Et l'autre répond, bien. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, en plus. Donc le contrat, il est lié là. Il est lié par un attachement commun à la grandeur. Et je vous signale, c'est intéressant, c'est probablement la réalité, là pour le coup, parce que la première réaction du vrai Marc, quand il a rencontré Dupont, dit-il, il écrit ça dans son autobiographie, c'est un loser. La première chose que je vois, c'est que c'est un loser. Donc en fait, il est tellement obsédé par l'envie de la grandeur, l'envie de parvenir, pour citer un essai historique, l'envie de parvenir, qu'il voit le loser chez l'autre. Il arrive à, il ne voit pas la souffrance, il ne voit pas la névrose, il voit l'échec. Bon, je vous signale que Marc, dans le film, dit à son frère, mais c'est ce qu'on a toujours rêvé, la grandeur, on va accéder à ça. Donc il est vraiment très rêvé. Alors, je mettrai là que, c'est ce que dit Pablo quand la lumière s'est rallumée, quand vous avez rallumé la lumière, il a dit, mais c'est pas très joyeux. Et là, ce qu'on voit dans ce film de manière évidente, c'est que c'est une passion triste, la passion de parvenir. Alors ça a été relevé par la plupart des critiques que j'ai pu lire, mais bon, on n'a pas besoin des critiques là. Vous avez vu une opposition, vous voyez très nettement une opposition pour les lieux, qui sont des lieux absolument splendides, et les gens, entre l'espace, la beauté du salon, qu'ils ont vraiment voulu restituer, qui était magnifique quand il arrive, quand Marc arrive. Et puis les protagonistes dont personne ne sourit pratiquement jamais. Les seuls sourires sont les sourires familiaux de Dave dans sa vie privée, les enfants, l'épouse. C'est la seule qui sourit en permanence. Channing Tatum dit dans une petite vidéo, il n'y a eu aucune légèreté sur le tournage. C'est-à-dire que Mélanie Gare a imposé cette tonalité-là par son comportement, par sa direction. C'est une passion qui a un lien direct avec la mort, avec la catastrophe, et vous avez les symboles de ça dans le film. Alors ça, je suis pas sûre qu'on la voit dans le film, parce que moi j'ai vu une scène qui a été coupée. La fuite des oiseaux, et voilà, c'est la fin, c'est la mort. La fuite des oiseaux, je ne sais pas si on la voit dans le film, et puis évidemment la fuite des chevaux, comme symbole de disparition et de mort. Bon, donc décalage, d'autre part c'est un paysage d'automne, on a pu faire ça au printemps, c'est un paysage d'automne et d'hiver, ça dure 7 ans, hein, la vraie histoire, au moins 7 ans. Bon, il a choisi l'automne et l'hiver, un très bel automne, un très bel hiver, mais on a choisi ça. Et d'autre part, le son, alors moi je n'ai pas remarqué, les critiques disent qu'au fond, il y a là-dedans, qui s'attendait à un blockbuster avec la musique, un silence de glace, il n'y a pas de musique, ce qui est rare, disent-ils dans le cinéma américain. Donc il y en a un qui dit un silence de glace, un silence glacé. Fame de Bowie, une citation. Fame de Bowie. Fame en plus, d'accord. Ça je ne pouvais pas me rendre. Voilà, oui. Donc dit, je crois que c'est les Arabes aussi, c'est un silence de mort, de tombeau. La maison est un mausolée, et puis évidemment la scène finale, la fuite dans la crypte, quand il sort.
particulièrement triste. Et il faudrait ajouter, parce qu'on a passé un partout dans le film, ce qui est neuf aussi pour moi, toujours dans cette forme de lenteur, c'est que ici, il faudrait voir si on le trouve ailleurs, le corps du dominé sert d'accomplissement phallique, d'accomplissement vraiment du substitut phallique pour le corps du dominant. C'est très net. Alors, bon, j'ai pas envie de le faire parce que. Est-ce que vous avez vu quels sont les autres substituts phalliques dans le film Mort du Pont? Et quoi? Les armes, évidemment. Voilà, les armes. Hein. Alors, il y a le tank, il y a les mitraillettes, il y a les revolvers de chat. Tout ça, c'est vrai, hein, il s'amusait sur son terrain avec les flics ou quoi. Mais il y a aussi une scène où il manque quelque chose. C'est très important parce que je ne comprenais pas moi, pourquoi cette insistance. Vous l'avez vu ou pas? Non, vous n'avez pas vu. Quand on vient livrer un tank, il est furieux, il fait un acte d'autorité d'ailleurs. Un tank castré. Oui, c'est un tank qui est castré, hein. Il manque le grand truc qui permet de tirer. Et il n'est pas content. Et là, visiblement, il fait preuve d'autorité, il réclame. Voilà. Bon, donc, alors ça c'est pour le revolver final et toutes les armes, mais le reste du temps, c'est le corps de Channing Tatum qui sert de ce symbole phallique. C'est tellement vrai qu'on ne vous a pas bombardé l'affiche. Enfin, il y avait plusieurs affiches possibles, et il y a une affiche qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo, qui introduit toutes les vidéos de la bande-annonce, où on voit le superbe corps de Channing Tatum qui est derrière celui du pont, comme ça, et ce corps énorme protège au fond, et au fond transforme le corps de Dupont, qui est comme, bon, on ne va pas le développer, vous avez tout vu, hein, sur son côté Mégrolet, pas besoin de parler. Bon, alors évidemment, ça donnerait un sens sur la lutte sexuelle, voilà, c'est la mythologie, le fantasme de pouvoir récupérer une partie de cette force, de cette puissance par la relation sexuelle, comme on la récupère par le contact des armes. Donc, l'éthiologie, la même soif de grandeur partagée, qui fait qu'on peut s'accorder ensemble là-dessus, et ça, je n'ai pas vu dans les autres films à ma connaissance. Une deuxième chose qui m'a paru, et ça c'est pour moi le plus important, c'est que, alors peut-être que j'arrive à vous le faire dire ça, c'est que cette relation de grandeur partagée, enfin cette fusion, cette domination rapprochée, elle s'explique par du passé, pour les deux. Et c'est le même passé, au fond. Qu'est-ce qui fait que ces deux onzons-là peuvent jouer sans arrêt une relation de domination avec compliance pour Marc, bonheur et jouissance pour l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour tous les deux dans le passé et dans le présent d'ailleurs, parce qu'on le voit dans le film, dans le passé proche et qui continue au présent. C'est la manière pour eux de sortir de ce passé proche. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. C'est la relation avec la mère d'un père. Absolument. C'est-à-dire que, et ça colle tout à fait avec l'analyse que j'ai pu faire de la domesticité au début du siècle et puis à la fin du siècle. C'est-à-dire elle change radicalement le rapport à la domination patronale parce qu'il n'y a plus, à partir des années 60, une histoire domestique, non plus du tout la même histoire biographique et démographique, je dirais, où ils étaient dominés dans la famille d'origine. Et c'est plus le cas à partir des années 60. Pas du tout. C'est bizarre, hein? Et c'est plus non plus des aînés de familles nombreuses qui ont été sacrifiés à la famille d'origine. C'est étonnant à quoi tient la sortie de la domination. C'est plus des gens sacrifiés, c'est des gens qui voilà, ils sont pas l'aîné dans la fratrie n'est plus une fratrie nombreuse, ils ne sont pas sacrifiés à une autre histoire de domination rapprochée dans la famille d'origine. Ici c'est le cas, ils sont des gens qui continuent la domination rapprochée. Alors, et en plus, ce qui est terrible, ça j'ai pris la conscience de ça, c'est que dans les deux cas, la domination rapprochée d'origine est une domination, entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire qu'elle a des formes de force. Alors, chez les sociologues, c'est très important ça, c'est quand les dominations arrivent à se naturaliser, à s'inscrire dans des corps. Si vous regardez la domination du frère aîné Dave sur Marc, Dave, il est l'aîné, déjà, il a quelques années plus. Il a plus que Marc, il est à la fois autant un champion de lui, puisqu'il a eu autant de médailles que lui, et en plus il a une capacité supplémentaire naturelle, entre guillemets, puisqu'il va exercer ça sur tous les lutteurs du groupe, c'est qu'il peut être coach. Il est champion plus coach. Bon.
Ensuite, c'est un homme fait, ce n'est pas Marc, c'est-à-dire qu'il a une épouse, lui, alors sexuellement, voilà. C'est un homme fait, il a des enfants, il a une famille, il a une stature sociale, il a un statut même social. Voilà, ça c'est du côté il a une autorité naturelle, entre guillemets. Bon. Du côté de la mère, c'est la même. Bon. Maintenant, est-ce que vous avez, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'est vraiment très très rapide, est-ce que vous vous souvenez des premières photos, enfin des films noir et blanc du début? Est-ce que vous avez vu, on voit des gens qui sont à cheval? Est-ce que vous avez distingué des personnages ou pas? Je ne sais pas si ça se voit, il faut vraiment, moi j'ai ralenti le film pour voir. Votre avis, il y a une femme à cheval, qui sait à votre avis, c'est assez chaud. C'est la mère. Voilà, on peut penser après que c'était la mère qu'on voyait. Et est-ce que vous avez vu que juste après, une espèce de vignette très courte, où il y a un gamin à cheval, et qui s'en sort pas? C'est très rapide. Parce qu'au début, c'est un peu long, etc. Après, on a compris que la relation entre la suite, puisqu'on voit le renard qui s'en va. Bon, donc c'est Force Catchers avec l'histoire, un rapport entre le passé et le présent. Mais ce qui est très important, c'est que, en plus, non seulement la relation, la domination naturelle de la mère est naturelle, parce que d'une part, elle a une élégance naturelle, on le voit bien, son actrice a cette élégance-là, mais en plus, elle a une élégance naturelle comme écuyère, alors que le petit garçon qui est là, qui essaye de s'y coller quand même, il ne tient pas bien. Il n'est pas bon à ce truc-là. Donc il y a une espèce de double naturalité. C'est la mère, elle a des pouvoirs sur lui, voilà. Et d'autre part, il n'a pas été à la hauteur au dès l'origine. Bon. D'autre part, il y a la scène où elle est en fauteuil roulant, qui est cruelle, terrible. Parce que quoi qu'en fauteuil roulant, alors qu'avant on ne la voit pas, quand elle est à côté des chevaux, elle est en fauteuil roulant, il a voulu la mettre en fauteuil roulant, donc elle est diminuée. Et malgré cette diminution, son mépris pour ce corps debout, pourtant, qui est en train de faire un discours, est total. Au point qu'elle ne peut pas supporter de voir ce corps-là. Elle a un dégoût. Donc on est vraiment dans une forme de naturalité de la domination. Alors par rapport à ça, regardez les formes de domination qu'essayent d'exercer les deux autres. Si vous regardez Marc, il essaye à son tour de s'autonomiser et de devenir le champion, mais comme par hasard, à partir du moment où il se trouve seul dans une relation de mentor qui n'est pas celle avec son frère aîné, il échoue, il s'autodétruit généralement, et il ne reprend sa capacité de champion que lorsque la domination naturelle exerce sur son frère recommence à s'exercer. Donc il est, voilà, sa tentative d'émancipation, de reprendre sur soi, de devenir à son tour un adulte, c'est totalement impensable. Du côté du pont, alors là c'est très facile, vous avez tous les éléments de l'artificialité de sa tentative de dominer. Une chose qui est terrible d'ailleurs, qui est dans la réalité, c'est, je crois que c'est dit dans le film, le fait que la mère avait payé les amis, c'est dit dans le film ça, elle avait payé les amis pour que, bref, le fait que tout ce qu'il obtient, il obtient par de l'argent, c'est vraiment très insistant dans le film, première chose artificielle. Deuxième chose artificielle, c'est les mots, la domination par les mots. Donc il va dire, appelez-moi mentor, je sais pas, coach, mentor, aide doré, la capacité de s'inventer, ornithologue, ce qu'il a été, du coup, a fait des collections d'insectes, il a même trouvé les insectes. Enfin bon, il devient pluricompétent par la vertu des mots. La mise en scène de soi. Alors là, je pense que vous avez vu le nombre de fois, c'est un peu trop insistant peut-être, on voit l'aigle, tout le temps, il y en a d'autres affichés par un, l'aigle et le fox, on le voit à plusieurs reprises, y compris dans le film final. Donc la mise en scène de soi. Et le pire, la scène la pire, c'est ce que Max Weber appellerait la fabrication d'une communauté charismatique, c'est-à-dire que quand on demande à Dave de faire, donc le frère aîné, de dire que le coach est le coach, le mentor est le mentor, le charismatique est le charismatique, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a des limites à la communauté charismatique, elle se fabrique d'elle-même pour Max Weber. Là, on essaye de la fabriquer de toute force. Et on voit que là, l'artificialité, elle touche sa limite. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux choses-là, c'est-à-dire le fait que il y a une domination antérieure, naturelle, de l'un sur l'autre,
enfin, qu'il y a que tous les protagonistes de la relation ont tous vécu cette domination antérieure, cette histoire antérieure qui les amène à la fusion, à accepter cette domination rapprochée. Premier élément. Deuxième élément, le fait que... ah oui, la soif. C'est pas celle-là. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire un truc très important que vous avez vu sûrement, c'est qu'ils ont tous les deux une carrière affective faite de carence. Alors, c'est très net pour Dupont, c'est la réalité d'ailleurs de son histoire. Le père, la mère qui alors c'est quand même assez fort, hein, c'est pas simplement qu'elle ne l'aime pas, c'est qu'elle est dégoûtée littéralement par lui. Je ne veux pas que mon fils soit dégradé, on sent le dégoût physique par rapport à ce qu'il essaie de faire. Et pour le dominer, j'ai entendu le grand discours qu'il fait devant tout le monde pour honorer le mentor, j'ai cherché un père toute ma vie, etc. Donc, et ça, ces deux éléments-là, à savoir une carrière faite de carences affectives successives, et d'autre part des dominations rapprochées antérieures, c'est ça qui caractérise donc les domestiques qui n'arrivent pas à sortir, qui ne quittent pas leur patron la première moitié du XXe siècle. Bon, je finis. Alors, ce qui est important, parce que là on a quand même dans le film une petite issue possible, malgré tout. Parce que lorsque la communauté charismatique n'arrive pas à être fabriquée, et avec Dave ça ne marche pas, il y a donc un problème. N'oubliez pas la dernière phrase sonore, je crois, du film, est-ce que tu as un problème avec moi? Vous avez un problème avec moi, dit Dupont. Et en fait, Dupont a un problème avec Dave, et le problème majeur, c'est intéressant quand même, c'est que Dave est celui qui rappelle toujours la distinction entre une autorité professionnelle, une relation purement professionnelle, donc désaffectée, et une relation affective. Donc c'est Sunday, c'est le jour de la famille, on n'est pas dans le même espace. Il est celui qui calcule, il est dans le calcul rationnel. Hein. La première chose qu'il demande à son frère, c'est qu'est-ce qu'il a comme intérêt à faire ça. Il est dans le calcul de la relation. Et d'autre part, il a des poids et mesures. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire 2 fois qu'il va venir à Foxcatcher. Non, qu'il ne va pas venir à Foxcatcher au départ parce que les kids, il a des intérêts majeurs plus importants qu'il dit à son frère d'ailleurs. Et par contre, il va venir finalement pour la même chose, pour les kids. Donc il est celui qui calcule sans arrêt ses investissements. Ce qui n'est pas le cas dans les situations de domination rapprochée où la fusion est telle qu'on ne calcule plus. Bon, pour finir, je voulais juste vous dire, c'était ça. Que ce qui m'avait frappé là, c'est une chose commune avec ce qu'on a essayé un petit peu, peut-être plus moi, essayer de faire pour les films précédents, c'est que je vois quand même encore là de grands échos d'un film à l'autre chez Bennett Miller. Et je dirais que les 3 films qu'on vous a cités tout à l'heure, je ne sais pas si c'était les titres, je vais les reprendre. De stratège. D'accord, ok. Mais les 3 films précédents de Bennett Miller me paraissent portés sur, je dirais, un truc, je ne sais plus si c'est Max Weber et P.A. Bourdieu reprend ce terme, le mystère du charisme. C'est une interrogation sur le mystère du charisme. Qu'est-ce qui fait que Dave est capable d'être un coach et on lui dit, mais vous attribuez plus de poids que vous n'avez, jeune homme, et c'est peut-être vrai, ce serait à débattre, il s'en fout, hein, il sait qu'il a ça. Bon. Et je pense que Miller, quand il dit j'ai un film qui fait penser avec de l'ambiguïté, il est pris par ce mystère du charisme, hein, sur lequel Max Weber s'est heurté les dents au mystère du charisme. C'est d'autant plus étonnant que Marianne Weber, dans ses lettres, raconte que quand elle était allée écouter Weber dans une conférence, son mari dans une conférence, et qu'elle était sidérée par le charisme du professeur. Et je peux vous assurer, parce que moi j'ai écouté Bourdieu au Collège de France, que c'était pareil. Il y avait une espèce de truc, bon, je peux vous dire, une volonté de séduire maximale, c'est lié quand même beaucoup à l'érotisation de la relation avec le public. Mais en tout cas, il avait ça. Bon. Et pourtant, Bourdieu dit, parlait sans arrêt du mystère du charisme. Et je crois que Miller est pris par ça. Et c'est tellement vrai que le premier film, 1998, qui est un documentaire de Cruise, est un petit film sur un guide tout simplement new-yorkais qui a un charisme fou, qui
qui a une tchatch extraordinaire, et on le voit quand on dit moi j'aimerais bien qu'on me fasse visiter New York par ce type-là. Il est homosexuel, bon, et il ne s'explique pas tellement, si ce n'est la passion qu'il a à la fois pour le public qu'il écoute et pour sa ville. Le Truman Capote, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que comment s'appelle l'acteur qui joue, c'est marqué là. Seymour Hoffman, Philippe Seymour Hoffman, va être confronté à ceux qui tuent dans 200 fois, et il va être. Capote a un corps pas très séduisant. Il a une voix de fausset, il avait une voix de fausset, il avait une petite taille, il était plutôt gros et enveloppé. Il avait une apparence homosexuelle très prononcée. Et pourtant, il avait un charisme fou, c'est-à-dire que les gens se pressaient dans les salons new-yorkais pour l'entendre raconter ses horribles histoires sur les gens, sur les autres. Et il est quand même complètement, il est totalement séduit par le type, un des deux tueurs, au point qu'il se demande pourquoi ce type a cette force. Et il s'avère, c'est ce que raconte le film, qu'ils ont tous les deux cette force-là parce qu'ils ont la même histoire de carence affective initiale. Une mère qui s'est pas assez heureux. Donc Bennett Miller est dans une espèce d'investigation sur l'origine de cette puissance, quoi. Et dans Le Stratège, alors là c'est pour moi incompréhensible, il faudrait que je voie le film, mais apparemment Le Stratège c'est l'histoire d'un coach qui est absolument incontournable, qui arrive à ramasser, transformer l'avenir d'une équipe de baseball. Alors lui c'est curieux, parce qu'il est comme Dave, il est dans le pur calcul rationnel. Alors j'ai pas compris comment un coach, en faisant des purs calculs rationnels sur les points, les coups, etc., peut arriver à inverser complètement le destin d'une équipe. En tout cas, c'est ça l'histoire. Voilà. Bon, donc vous voyez que là, il y a quand même une espèce de méditation comme ça sur qu'est-ce qui fait la force soit d'un guide, soit d'un mentor, d'un guide au sens premier, soit d'un mentor au sens de guide secondaire, d'un champion, etc. Voilà. Il y a donc bien une méditation commune, me semble-t-il, comme j'ai cru les voir dans les autres films. Je pense que quand on s'intéresse à ce point-là, à la domination, et qu'on médite longuement, de manière ambiguë sur la domination, c'est qu'on a quelque chose à voir fondamentalement avec les questions de fond sur cette chose-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui ai la question, je pense. Je vais répondre deux, trois choses que tu as dit, parce qu'elles sont en lien avec les 3-4 mots que je vais enchaîner par la suite. Donc, honnêtement, je pense que je vais faire une intervention moins psychologique que celle des Dominique aujourd'hui. C'est heureux. Première chose que je voulais prendre avec ce que tu as dit, c'est la question de la domination de Dave par rapport à Marc. Je suis pas sûr qu'il y ait une relation de domination, peut-être c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter avec Dimitri par la suite. Quelque chose que Dimitri a bien travaillé l'année dernière. Mais j'ai l'impression que Dave prend une place de père dans le sens où carrément il y a quelque chose qui transmet et qui fonctionne. C'est-à-dire que Marc, pendant qu'il est sous sa coupe, pour ainsi dire, il est capable de faire de la compétition, il a un petit peu de sein, il a une vie très pauvre, il n'a pas de relation affective, il vit dans cette espèce de vie existentielle, il a quelque chose qui tient. Alors que j'ai l'impression que quand il sort de Dave, ce qui éclate, c'est justement sa psychose des bases qui raconte celle du Marc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une relation de domination, peut-être, c'est un truc à discuter, mais je pense que ça a l'air intéressant à aborder. En revanche, Dave, oui, tu as absolument raison, il a un calcul, etc. Il y a un truc très intéressant, il est clairement dans une relation de domination avec Dupont. Sauf que c'est une relation de domination économique comprise comme telle, et acceptée comme telle, parce qu'il y a un calcul. Donc il dit, je retire un certain gain, j'accepte de me faire humilier, c'est la scène du documentaire, où on voit très clairement qu'il a gêné et humilié, mais il dit, ok, je vais avoir quelques couleuvres, parce que je sais que c'est ce que j'en retire. C'est le contraire de Marc, que comme tu as très bien analysé, et dans cette espèce de contrat autour de Alexander, qu'on pourrait très bien dire justement, il est dans la même recherche de la rassurance phallique que Dupont, et qui va donc rentrer dans cette relation de séduction, cette relation marquée par l'idée de dominanie. Autre petite chose que je voudrais juste rapidement revenir, c'est encore un truc sur lequel on va peut-être discuter, c'est la question du destin de Marc après cette relation.
Pour moi, c'est assez mystérieux, je pense que c'est le mystère au centre du film. Pourquoi exactement il y a cette rupture? C'est clairement la scène où il s'est fait gifler, qui marque le changement de comportement de Marc par rapport à John Dupont. Mais ça reste un peu curieux pour moi que ce soit cette gifle qui soit le déclencheur. Mais bon, peu importe, ça c'est un truc que je pense que les films gardent envers pour nous spectateurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense qu'il arrive à s'en sortir. Ok, il va faire du MMA par la suite, il ne va pas avoir une carrière brillante, mais en même temps, il fait un sport, il n'a pas débouché à rien. Hein. Il fait de la lutte, et ça c'est un truc intéressant à aborder d'un point de vue social. Et en fait, c'est un truc intéressant, encore d'un point de vue social. La lutte est par définition un sport amateur. C'est une sous-culture, c'est un sport qui n'est pas énormément populaire, même aux États-Unis, c'est sans doute beaucoup plus populaire qu'en Europe en général. Mais c'est que les lutteurs, même des lutteurs de niveau comme lui, olympique, ont comme débouché professionnel par la suite, une fois qu'ils ont terminé leur carrière olympique. Grosso modo, c'est deux choses. Si c'est dans le sport professionnel, c'est le maintenant. Et ça, là, il montre, il a fait le 4e, 5e UFC, je pense que c'est le début du mix martial arts, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est discipline de combat, où on mélange toutes les disciplines différentes, où on peut aller au sol, faire de la lutte, boxe, etc. Et qu'aujourd'hui, un truc énorme en termes économiques aux États-Unis, c'est le deuxième sport le plus rentable aux États-Unis, juste derrière la boxe. Lui, il est là dans ses débuts, donc dans ce sens, il était un pionnier de ce qui a été, un passeur, voilà, de ce qui est aujourd'hui un débouché professionnel pour ces sportifs-là. Et le deuxième débouché, c'est le catch. Donc, dans un sens, il ne fait pas forcément la merde après, il s'en sort plutôt bien, il écrit un livre sur cette expérience, sur lequel le film est basé d'ailleurs. Et ça, c'est un point important de forme, parce que le point de vue du film est très axé sur Marc. On suit surtout l'expérience de Marc de cette relation. Quand il sort de la relation de domination, là, ça ne bascule pas sur des restes, une figure un peu latérale, c'est sur Jean Dupont qu'on va se concentrer jusqu'à la tragédie finale. Voilà. Donc je pense qu'il s'en sort. Et je pense que c'est intéressant. Là, on n'a pas encore réussi à aborder la sortie des relations de domination. On a effleuré ça à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie d'issue heureuse possible. Je pense que c'est peut-être un exemple intéressant. Avec ces ressources qui ne sont pas les mêmes au début. Hein. Même avant Dupont, il avait une vie un peu vide. Il s'en sort. Il trouve une façon de s'en sortir. Il est un coach. Il fait une petite carrière dans les combats libres. Il arrive à écrire un livre, gagner sa vie correctement. Il réfléchit un peu sur ça. Ce qui est très intéressant, parce que la plupart du film a l'impression qu'il est un peu bête, qu'il est un peu simple. Mais bon, tout ça touche à quelques thématiques que je voulais aborder rapidement avec vous aujourd'hui. Donc je vais commencer par un truc dont on a pas mal parlé l'année dernière, donc je vais aller très vite, qui est ma méthodologie de recherche. Comment est-ce que moi j'aime bien approcher les films? J'aime bien les approcher pour leur poser des questions sur les textes culturels sous-jacents. Alors, j'utilise la lecture de films pour penser à la mythologie culturelle, l'idéologie si vous voulez, donc tous ceux qui nous constituent un petit peu en termes de la relation entre l'individu et le socius. Donc quand on approche des films comme ça, et qu'on pense qu'ils sont en fait des éléments d'un texte large qui constituent un mythe plus large, si on veut trouver les éléments si on veut constituer ce qui est le discours dominant en termes idéologiques ou mythologiques, ou comme on veut appeler ça, on va chercher plutôt des exemples types de ce qui va être l'industrie culturelle d'aujourd'hui. C'est la discussion qu'on a souvent eue sur les mauvais films. Est-ce qu'on passe des mauvais films ici ou pas? C'est un cinéclub, donc on ne va pas passer des mauvais films, mais on s'appuie sur les mauvais films. Et quand on touche à d'autres types de cinéma, ce ne sont pas des productions types, on peut encore parler de ces discours, mais on va faire un peu comme on fait aujourd'hui, par l'opposé. C'est-à-dire que là, on va faire comme Dimitri vient de faire, penser avec les films. On va pouvoir avoir, grâce à lier avec les films, une pensée critique sur ces mêmes substrats culturels que les autres films vont être là pour constituer. Donc, en pensant ces films-là d'aujourd'hui comme ça, il y a plusieurs thématiques qui viennent à l'esprit, qui sont un peu contenues dans les films. Il y a la question de la domination approchée que Dominique a bien explorée. Il y a sans doute une question de lutte des classes, la lutte, et à tous les temps aussi comme métaphore. Hein. C'est un sport de prolos qui s'intéresse à ça et une
a un intérêt inférieur pour sa mère, c'est très clair. C'est des purs white trash américains qui vont vivre chez ces grands millionnaires. Il y a une continuité là, d'ailleurs, avec Kane, comme tu as bien remarqué, c'est-à-dire que c'est un grand héritier aussi. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme si c'était la troisième génération de la famille Kane, où on voit un petit peu ce que ça peut comporter de malsain d'être si puissant depuis toujours. Et ce que ça peut comporter comme faille narcissique au niveau justement de son acceptation de la castration, on parlait très vite. Mais bon, ce sont plusieurs thèmes qui sont entendus dans ces films, et je me suis dit qu'une façon d'approcher ces plusieurs thèmes était justement de tenter de voir quel était le texte culturel avec lequel il dialoguait. Donc il dialogue d'une façon totalement critique en faisant l'opposé, c'est pour ça que je parlais de la question du film de sport. Parce que c'est clair que la lutte est au centre de ce film aussi. Le sport est au centre de ce film, et qu'il est tous les temps en train de dialoguer de façon très critique avec ce que le film de sport a constitué dans l'histoire de Hollywood. Donc, très rapidement, qu'est-ce que le genre du film de sport, qui est un genre très spécifique, spécifiquement américain, il est caractérisé, pensez à Rocky, vous avez tous les clichés du genre, donc on est centré sur une quête sportive, normalement c'est l'histoire d'un underdog, comme on dit en US, c'est-à-dire d'un type qui est un peu marginal, qui est un peu, comment dire, mais en course hippique, c'est celui qui a le moins de chances de gagner. Ah, l'outsider. Voilà, c'est toujours l'histoire d'un outsider, merci, qui va réussir grâce justement à sa dédication, grâce à son abnégation et grâce à son talent, et qui va donc utiliser le sport comme un ascenseur social, et la fin du film est justement la consécration qui vient toujours sous la forme d'une compétition. La structure narrative du film elle-même suit les rythmes des différentes compétitions, donc typiquement dans le film de boxe, c'est le premier match, puis jusqu'à arriver au combat pour le championnat, pour la ceinture du monde à la fin, etc. On a toujours des scènes qui sont liées justement à l'entraînement, mais de Rocky, d'ailleurs, on crée les canons pour les scènes d'entraînement, elles sont très rapides, et toute la souffrance d'entraînement devient un truc très joyeux et dynamique avec un montage sur la musique entraînante, où genre 6 mois d'entraînement dur sont résumés dans, je sais pas, 2-3 minutes avec une espèce de clip musical. C'est un genre qui est né, je trouvais un petit article très intéressant là-dessus dans un média qui est la revue du Paris 3, des études cinématographiques de Paris 3, des études médiatiques de Paris 3, qui me dit que en fait, le genre du film de sport apparaît aux États-Unis aux alentours des années 20-30 à la fin du cinéma anglais, justement avec l'importance avec l'augmentation de l'importance du sport dans la vie collective américaine. Donc c'est là où le sport universitaire commence vraiment à prendre une importance dans le pays, où le baseball et le football américain vont commencer à devenir des divertissements de masse très importants. Avec eux, il y a la création du genre du film de sport. S'il est né dans les années 30, on peut sans doute situer un apogée du genre dans les années 80. On arrive règne de Reagan et un boom, disons, dernier barreau d'honneur de la guerre froide, où le film de sport a joué un rôle fondamental justement dans des stratégies idéologiques des États-Unis, en mettant en avant justement un certain nombre de valeurs qui sont associées, que l'Amérique veut soit associée à l'idée elle-même d'Amérique. Et donc, quand on pensait à Rocky IV, c'est justement les combats contre un Russe qui est dopé, qui est genre un produit semi-humain du système soviétique, où Rocky va défendre non seulement la nation, mais va venger son ami et ancien. Bref, je ne vais pas trop parler de Rocky. Ce qui est important, c'est de situer ces liens avec un certain nombre de caractères idéologiques qui ont été fortement associés à l'idée d'Amérique elle-même depuis l'apparition de ces films, et qui sont, d'une certaine façon, à reflet aussi de l'importance que le sport a dans la idéologie et dans la société américaine jusqu'à aujourd'hui. Donc, quels sont, très rapidement, si on met à l'évidence, quelques-unes de valeurs qui sont mises en avant par ce type de film? Il y a d'abord l'idée du sport comme ascenseur social, qui est fondamental, juste aujourd'hui, même en France, un peu partout dans le monde. Il y a la valeur de l'autonomie et de l'individualisme. Le sportif est toujours un type qui a tout contre lui, ou les groupes de sportifs quand on est dans un sport collectif, mais qui arrive à réussir malgré les conditions extérieures négatives. Il y a la question de la compétitivité, l'idée de l'importance de la conscience stratégique
Et surtout, il y a une idée que je veux explorer parce qu'elle est très intimement liée à ces films qu'on a vus, une espèce de culte de la virilité guerrière. Donc les films de sport sont toujours, c'est Stallone, c'est... bon, je pense que Schwarzenegger n'a pas fait de films de sport, mais c'est toujours des muscles très gonflés, c'est une forme corporelle masculine très phallicisée. Et il y a ces cultes dans un certain nombre des valeurs associées à la virilité, comme le sacrifice, comment dire ça, le contrôle des émotions, la passivité. Et il y a souvent aussi une place un peu misogyne à cause de la femme, c'est-à-dire que la femme est un peu mise de côté, elle est toujours un obstacle pour l'accomplissement des exploits sportifs. Donc, je mets tout ça en avant et je reprends un petit peu le film qu'on a vu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué la quantité de fois où il y a des drapeaux américains dans le film. Ils sont éparpillés un peu partout. Évidemment, c'est un fait naturel. Il n'y a pas besoin de placer ça un peu partout dans les lumières. Mais il y a quelques plans où on voit que c'était quelque chose de sans doute choisi. Quand Dave va partir et aller chez Dupont, justement, il y a un plan spécifique dans le drapeau américain qui flotte sur la route. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était naturellement là. Dans le bureau de Dupont, on a un drapeau américain derrière lui, qui est un drapeau probablement qui a de la guerre civile, qui est un peu, dont les couleurs sont un peu lavées, qui est un drapeau ancien. Et de l'autre côté, on a aussi un autre drapeau américain. Donc à chaque fois qu'on est en plan, en champ contre champ dans ces bureaux, on a un drapeau américain dans le fond. On a un drapeau américain sur les uniformes de l'équipe Fox Cachera. On a un drapeau américain sur l'événement sur l'événement où il y a le discours de Marc autour de Georges Dupont. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il y en a un peu partout, j'ai noté les occurrences, mais il y en a un peu partout. Et le discours de Marc au tout début du film, pour les enfants dans cette école, il va parler, nous donne un peu la clé de la critique qui est contenue là, donc qui s'adresse directement au film de sport, mais qui s'adresse surtout à toute cette forme cette nuage idéologique qui est contenu dans le film de sport et que le film va être en train de réfléchir critiquement. Il dit justement, je vais vous parler de l'Amérique et je vais vous parler de pourquoi je pense que c'est ça la clé fondamentale pour penser le film de ce point de vue-là. Et donc, il va faire une espèce d'analyse de ce qui est le contenu, le texte latent du film de sport et de tout ce qui est contenu dans cet éloge de la vérité guerrière, surtout en mettant on voit bien la question du fric, on voit la promesse vide de l'ascenseur social, puisque si on ne soit pas grâce à Georges Dupont, même si ça fait un petit peu de sous, je pense. On voit comment cette idée de l'autonomie et de l'individualisme en fait, va le faire s'enfermer dans une relation de domination. C'est comme si Fox Cachera avait tout le temps en train de nous jeter à la figure le revers de ce qui est promu par le film de sport. Mais surtout, ce qu'il explore de façon assez claire, et ce qui a d'ailleurs gêné énormément Mark Schultz, est l'homoérotisme et la question de l'homosexualité contenue dans ces cultes de la vérité guerrière qui est présent dans les films de sport. Alors, pour aller très vite, il y a cette scène que Dominique a bien située, dont elle nous a parlé un peu, qui est au centre du film, et que moi je pense c'est plus le moment clé de changement du rapport de Mark Schultz avec Jean Dupont, plus que la gifle. C'est cette scène où il arrive au milieu de la nuit, il dit allez on va s'entraîner, et où il a choisi de filmer cette scène de façon très ambiguë. On se demande si c'est pas un viol, s'ils ne sont pas en train d'avoir une relation sexuelle. En principe non, c'est juste une scène d'entraînement, mais il choisit très clairement cette ambivalence, cette ambiguïté-là, c'est évident. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est explorer quelque chose que si on lit un petit peu les textes de Jean-Marie Pron sur le sport en général, vie en premier temps, c'est-à-dire le fait qu'il y a dans les sports une quantité énorme de libido homosexuel qui n'est pas forcément sublimé, qui va se manifester souvent par des relations des dominations, et qui est très présent dans un sport comme la lutte où toute la question est justement la domination du corps de l'autre, justement de maîtriser, le mettre par terre, garder ses épaules collées au sol et le maintenir dans une position. On a encore la métaphore de la lutte. Alors, pour finalement toucher à quelque chose de plus psychanalytique dans cet exposé, qui n'a pas été très psychologique, parce que celui de Dominique l'avait déjà été, la question que je me suis dit, et on avait discuté ça avec Dimitri plus tôt dans l'année, la question que je voulais me poser cette année, que je voulais un petit peu explorer, et que je pense qu'elle va très bien avec tout ce que tu as pu nous apporter sur la domination approchée, sur la libido dominandi, est la question
du masochisme. C'est-à-dire comment comprendre justement pourquoi on reste dans des situations de domination. Du côté du dominé, quels sont les gains quelle est la satisfaction qui dérive de cette relation de domination. Je vais apporter un élément très intéressant aujourd'hui, je pense, avec cette idée du contrat autour d'un vide grandeur. Donc, autour d'un vide grandeur. C'est-à-dire qu'il y a une faille narcissique des deux côtés. On la voit très bien dans ces films, c'est très bien exploré, je l'ai déjà fait, je n'ai pas besoin de dire des liens. C'est-à-dire que autant du côté de Marc que du côté de Jean Dupont, on est en train de chercher ces symboles phalliques qui correspondent à cette idée d'une virilité guerrière qui permet justement de lier la castration à un certain niveau. Chez Dupont, c'est justement le physique, c'est la puissance physique, c'est cette masculinité qui est incarnée dans le sport, dans la lutte chez les sportifs. Chez Marc, c'est la puissance financière. Justement, c'était en marginal toute sa vie, ce qu'il peut accéder à, c'est que Dupont peut le porter, il dit à son frère, on entend toujours aider, c'est les frics et la possibilité d'accéder à une certaine grandeur sociale. Alors, c'est une problématique pour l'un comme pour l'autre, mais je pense que c'est autour de ça que ça se met. Et pour penser un petit peu, juste penser un petit peu cette idée, pourquoi est-ce que Marx c'est sa bosse tout le temps, même après, ce que tu disais, pourquoi est-ce qu'il échoue? Je pense que peut-être c'est du côté du masochisme qu'il fallait chercher un petit peu. Et je pensais, en regardant ces films, à cette idée un peu distincte de différentes formes de masochisme. Il parle du masochisme moral, et donc qui est basé sur la culpabilité inconsciente liée à la castration, au désir incestuel, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça chez Marc, dans ce film qui Marc nous permet de penser, justement, l'idée que c'est-à-dire que quand il est dans cette situation du championnat où son frère la rattrape, il va tout bouffer, il va se casser, il va se mutiler lui-même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du masochisme qui est censé mettre en place et qui va servir justement comme point d'ancrage avec les symptômes du Dupont, qui va le faire rester dans cette relation? Qu'est-ce qui le fait s'en sortir? Je ne sais pas trop, peut-être que ça serait quelque chose à discuter. Qu'est-ce qui le fait pouvoir finalement partir et faire que la tragédie, c'est la porte sur Dave. Ça, je ne vais pas encore développer, mais en tout cas, c'est là-dessus que je voulais un petit peu de choses. Et si on prend Porteur de nuit, Léna Cavalli, Le portier de nuit. Portier de nuit, Cavalli, je pense que c'est un peu film qui est un plan dans ça. Donc, c'est juste une question que je pensais que je pouvais ouvrir avec Fox Cachard pour poursuivre là-dessus. Très bien, dis-moi pourquoi tu crois pas. Bon, par où commencer? Bon, moi, en fait, je n'avais pas du tout revu le film, je viens de le revoir et je me rends compte qu'il y a surtout une question absolument essentielle qui flotte depuis le début qu'on a travaillé ensemble et qui insiste là très largement, qui est, alors comment la formuler, on peut la formuler de différentes manières, mais qui est qu'il y a différents régimes de la domination. Je reviens là-dessus, il y a différents régimes de la domination, et je pense que c'est tout à fait problématique de ne pas les différencier. Et que ce film, pour le coup, je m'y attendais pas, parce qu'on s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait trouver un film qui va un petit peu nous faire travailler la différence entre l'autorité et le pouvoir personnel. Je pense que celui-ci le pose très clairement. Très clairement. C'est pour ça qu'on ne peut pas du tout mettre sur le même plan ce qu'on pourrait appeler la domination de Dave sur son frère, de la domination de Jean. Et elle s'oppose point par point. Et c'est précisément pour ça qu'il le tue d'ailleurs. Je ne sais pas si on va avoir suffisamment de temps pour dépiller tout ça, mais il y a vraiment d'un côté, alors, je reviens un peu là-dessus, on peut partir d'un texte d'Arendt qui très précisément dit on confond la plupart du temps pouvoir, puissance, autorité.
elle continue avec force et violence, mais force et violence c'est beaucoup moins problématique. Ce qui est le plus problématique, les indifférenciations les plus problématiques, c'est pouvoir, puissance, autorité. Elle poursuit en disant, y compris chez les plus grands penseurs, et cette indistinction, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle perdure très très largement. Elle est toujours extrêmement prégnante aujourd'hui. Alors parlons au moins, et elle dit, on ne les distingue pas précisément parce qu'on les rabat exclusivement à une logique de la domination. Très précisément parce qu'on les rabat exclusivement à une logique de la domination. Donc parlons au moins du pouvoir et de l'autorité. Là, pour moi, très clairement, on a d'un côté une figure du pouvoir, qui est celle du pouvoir au sens du pouvoir personnel, du pouvoir subjectivé, d'une possession du pouvoir sur les autres, pas du pouvoir de. Et de l'autre côté, on a très clairement une relation d'autorité entre le frère et entre Dave et Marc. Voilà. Après, on peut discuter sur le fait que Marc a beaucoup de mal à déployer son autonomie. En même temps, il est jeune, en même temps, il est l'histoire, donc voilà. Mais autant d'un côté, on a un registre qui est perpétuellement dans la question de la mise en scène, de l'illusion, du faux semblant, d'une négation de l'altérité, d'une absence de reconnaissance, et la question de l'homosexualité primaire, pas forcément secondaire, c'est précisément la question de la négation de l'altérité, c'est-à-dire c'est la question du narcissisme purement spéculaire. Alors bien sûr qu'elle est extrêmement présente. Elle est évidemment extrêmement présente, mais il ne faut pas la confondre, à mon avis, du tout avec l'homosexualité génitalisée. Absolument pas. Il n'y a pas d'enjeu véritablement sexuel au sens classique de l'homosexualité. Il y a des enjeux au sens de ce qu'on appelle l'homosexualité primaire, c'est-à-dire un rapport au double qui nie la vérité. Jean de Bon, il n'est pas... c'est Jean de Bon, c'est ça, il n'est pas capable Dupont, pardon. Il n'est pas en mesure, ça on ne cesse de voir, il n'est pas du tout en mesure d'appréhender la vérité. Il n'est jamais en mesure d'appréhender la vérité. Il prend l'autre comme un objet et fatalement il le désubjective. Il ne peut pas faire autrement que le désubjectiver. Et si en plus il lui échappe, et si en plus l'autre se trouve être celui qu'il voudrait être, il le tue. Et c'est très exactement ce qui se passe. Le propre du pouvoir, c'est qu'il tend à se masquer derrière l'autorité. C'est un des propres du pouvoir. Donc il tend à essayer de mettre en place, avec quand même une grossièreté qui est souvent extrêmement risible, je trouve. C'est-à-dire qu'il ne cesse de se mettre en scène avec une emphase grandiloquente pathétique, hautement pathétique. Enfin, je sais pas, l'aigle d'or, appelle-moi coach, voilà. Et il y a évidemment des enjeux narcissiques chez lui, mais extrêmement considérables. C'est-à-dire que sa mise en scène s'enclenche dès qu'il y a un regard sur lui, au premier titre duquel, bien évidemment, sa mère. Or, là c'est une manière, il voit très juste. Il voit très juste, pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, le narcissisme, on entend, si vous voulez, l'immense majorité du temps, le narcissisme comme étant quelque chose d'exclusivement péjoratif. C'est aussi vital, le narcissisme, et on l'entend aussi la plupart du temps comme étant une problématique solipsiste, de soi sur soi. En fait, le premier miroir de l'être, avant même qu'on se regarde dans un miroir, c'est généralement la mère. Le premier être qui va nous réfléchir, c'est la mère, et là, le regard que la mère a porté sur lui, pour le moins, entre le fait qu'il soit né avec une cuillère en argent et le fait qu'elle le regarde de manière pas très narcissisante, produit un contraste tout à fait saisissant. En fait, il y aurait beaucoup de choses à déplier là-dessus, mais d'un côté, on a vraiment quelqu'un qui est dans un rapport de reconnaissance, qui n'impose pas sa force à l'autre, qui au contraire essaye de faire en sorte que celui à qui il s'adresse puisse déployer sa propre puissance, puisse déployer sa propre force, qui est dans un rapport de transmission, qui ne la ramène pas, qui n'est pas du tout pris dans des enjeux narcissiques, justement, où il a besoin de s'illustrer perpétuellement, il lâche l'affaire tout de suite.
Voilà. Hein? À tel point qu'il accepte l'humiliation. Non, il n'accepte pas l'humiliation, je ne pense pas qu'il soit humilié. Précisément, c'est pour ça que l'autre va finir par le tuer. Il essaye de jouer le jeu parce qu'il voit bien que le personnage, il essaye de jouer le jeu, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il ne peut quand même pas aller jusqu'à jouer le jeu de l'illusion en disant oui, voilà, Georges, c'est mon mentor, il est absolument. Là, il y a. Pourquoi? Parce qu'il est dans un rapport au vrai. C'est quelqu'un qui est dans un rapport au vrai. C'est le seul qui est quasiment dans quelque chose d'extrêmement incarné, qui est du côté de l'héros, qui est du côté du sourire, qui est du côté de la joie, qui a pu se réaliser et qui n'est pas du tout dans des revendications narcissiques. Voilà. Après, juste un autre point de discussion, bon, j'en avais déjà un peu parlé, moi désir de grandeur, je discuterais, je dirais un désir grandiose. Je dirais un désir grandiose, il y a un rapport grandiose, il y a un rapport à l'idéalisation qui est absolutiste, qui est totalitaire. Pour moi, le désir de grandeur, c'est pas forcément aussi à ce point pris dans un rapport à l'idéal sans limite. Il y a pareil, il y a différents registres de l'idéal et je crois que c'est très très important de le différencier. C'est-à-dire pour le dire, il est très clairement du côté du moi idéal. C'est-à-dire une image de soi qui veut absolument grandiose, grandiloquente, totale, absolue, parfaite. Il n'est absolument pas en mesure d'être du côté de l'idéal du moi, c'est-à-dire une représentation de soi qui a élaboré la castration, un rapport à la détotalisation et un rapport à un idéal qui soit à la fois proche de sa propre subjectivité et suffisamment intelligent. Donc il y a aussi différentes registres et grandeurs. Mais je pense vraiment, j'insiste, je pense vraiment que si on ne différencie pas les différents régimes de la domination, on rate quelque chose d'absolument essentiel. Et que finalement, un des prismes par lequel on peut aborder la problématique de ce film, c'est vraiment que finalement, il y a un affrontement entre ce qui est de l'ordre d'une relation d'autorité et ce qui est de l'ordre d'un rapport de pouvoir. Que naturellement, pour le coup, on pourrait dire naturellement, je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée d'une autorité naturelle. C'est-à-dire que l'autorité, elle n'est pas naturelle. Je trouve ça très très problématique de penser ça. L'autorité, c'est toujours une construction. Ça se construit, c'est culturel, il y a du travail derrière, il y a une possibilité de transmettre des choses vraies qui vont permettre à celui qui reçoit cette autorité, lui aussi, de déployer quelque chose de sa subjectivité. Cette idée d'une autorité naturelle laisse entendre qu'il y aurait quelque chose qui serait donné de nature. Et justement, là où il peut y avoir une confusion entre pouvoir et autorité, ça serait du côté de ce qui serait trop du côté de la séduction. Alors bien sûr que les deux peuvent se télescoper, hein, bien sûr qu'il peut y avoir des choses qui s'entremêlent, mais je pense que c'est quand même important de les différencier. Voilà, je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses à déployer en fait, mais bon, moi je pense qu'on n'avancera pas si on n'entérine pas si on n'entérine pas qu'il y a différents régimes de la domination et qu'il y a d'un côté un régime de la domination qui est très paradoxal, c'est-à-dire que l'autorité, c'est une domination égalitaire en fait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais en train d'essayer, de quelque manière que ce soit, d'écraser son frère. Non seulement il n'est jamais en train d'essayer d'écraser son frère, mais au contraire, il essaye à chaque fois de le rattraper, il rabat son narcissisme. Il pourrait être en colère. Si on prend la narrativité, hein, il aurait tout être en colère, parce que finalement, c'est parce que son frère, comment il s'appelle, Dupont, il n'a pas été chercher n'importe qui, il a été chercher le site en faiblesse. Un pouvoir, ça s'assoit toujours sur un site en faiblesse. Il a été chercher le site en faiblesse pour avoir la fratrie. Il voulait la fratrie au départ. Il va chercher le site en faiblesse. Il se retrouve pris dans ce piège qui va se refermer sur lui, Dave, parce que son frère, qui effectivement, je pense qu'il faut pareil, il faut pas, tu parlais du masochisme, on pourrait déplier davantage, mais il faut reprendre les séquences du début qui sont extrêmement éloquentes. Le Paul, il se retrouve à aller parler devant un parterre scolaire qui, manifestement, n'a pas grand-chose à faire, pour être payé 20 € à la place de son frère, qui lui a une vie familiale, et on voit bien, sur le plan intellectuel, il y a quand même, bon, là, pour le coup, je suis d'accord pour le côté naturel, sur le plan intellectuel, bon, ça a l'air de fonctionner extrêmement bien pour lui, mais il se retrouve avec un type qui lui offre une idéalisation hallucinante. Là où il n'a pas eu de
père qui tienne, là où son frère, qui a tenu un rôle de père, est en train de construire une autre famille, donc il ne peut plus avoir la même place qu'il pouvait avoir. Il y a une place vacante, et l'autre, il l'a pris, mais il l'apprend, mais dans un registre de l'idéalisation hallucinant. Et la bascule, elle s'opère parce que, en fait, il lui fait une fausse promesse, Dupont, qui ne peut pas tenir. C'est-à-dire, elle lui dit, émancipe-toi de ton frère, moi je vais prendre cette place-là, mais lui, il ne peut pas prendre cette place-là, parce qu'il est dans le faux semblant à tout train. Il n'est absolument pas en mesure d'être coach. Évidemment, il n'a rien à lui transmettre, évidemment. Il ne peut pas du tout soutenir, évidemment. Et malheureusement, Marc n'est pas en mesure d'être tout à fait autonome, en tout cas pour ce sport, vis-à-vis de son frère. Donc il est obligé de le rappeler. Et donc il y a un piège qui se retourne, c'est-à-dire qu'il va laisser miroiter une possibilité d'émancipation. Finalement, il se rend compte, avec quand même une certaine violence du bon, qu'il ne peut pas, qu'il faut qu'il rappelle le frère. Il le gifle parce qu'il ne peut pas incarner non plus cette position de prolongement de son moi. Tu vois, il est complètement dans un prolongement de son moi idéal, il se rend compte que ça ne correspond pas. Donc il y a une rupture du contrat narcissique. Mais ce contrat narcissique est évidemment illusoire. Il y a un contrat narcissique qui s'opère entre les deux, comme tu l'as dit, c'est-à-dire, voilà, c'est mon phallus, c'est mon corps, etc. L'autre, il voit qu'il va se retrouver à miroiter absolument considérablement, et la rupture narcissique, elle se fait au moment où il se rend compte que, en fait, Marc ne peut pas coacher les autres. Il n'est pas en mesure de coacher les autres, et en même temps, ça lui renvoie le jeu de Dupri, c'est-à-dire que lui non plus, il n'est pas en mesure. Et la bascule s'opère là. Bon, voilà, j'ai fait un tour un peu chaotique. Alors, dans ton sens, je pense que tu as absolument raison, et les films jouent beaucoup là-dessus, sur justement ces deux figures paternelles, dont justement une serait du côté vraiment du conçu paternel. C'est même pas une figure paternelle, il est tout. Il le dit, il est tout. C'est pas une figure paternelle, il est le frère, le père, limite l'amant. Il veut être à toutes les places, il est dans un rapport à la totalité, à l'absolu. C'est un registre de l'idéal absolument, si je puis dire, absolutiste. Et bon, le film joue là-dessus, et je pense que c'est intéressant de prendre la distinction justement de différentes formes de dénomination à partir de ça. Donc je dirais que plutôt Dave, c'est du côté d'autorité, alors que là, effectivement, avec Dupont, on est dans une relation de domination, il y a plus de chances que. Juste pour. Moi, je dirais de pouvoir, vraiment, personnel, pouvoir personnel. C'est vraiment. On reviendra sur la définition, mais juste pour aller encore dans ton sens, il y a deux gifles importants dans le film d'ailleurs. Dupont le gifle une fois, et ça change tellement la relation entre les deux. Et puis Dave le gifle aussi quand il est en train de péter un plomb pendant le championnat. Qu'est-ce qu'il gifle? Il gifle la première gifle de Dupont, c'est qu'il gifle la fausseté de l'image dans laquelle, la fausseté du miroir narcissique qui s'était construit. C'est le moment où ça choix. Ça commence à choir et ça y est. Je ne sais plus quoi faire. Ouais, voilà. Mais la deuxième, et là c'est du côté de D, c'est intéressant, c'est le même geste, mais la signification est totalement différente, parce qu'on est dans une forme de relation d'autorité. Et là, c'est pas quelque chose de destructif, au contraire. C'est révélateur. C'est révélateur. Et gagner le championnat. Là, c'est pour ça que je commençais à me dire, D lui permet. C'est revient à toi, vraiment, la gifle de son frère. Voilà, et son frère lui permet de se subjectiver dans certains sens, alors qu'il est en train de se subjectivement. Alors que Dupont fait le mouvement inverse. Exactement, c'est ça toute la différence entre le rapport de pouvoir et la relation d'autorité. Le rapport de pouvoir tend à nier la subjectivité de l'autre, à désubjectiver. Il y a un rapport qui est intrinsèquement intéresside, il y a une négativité. La relation d'autorité, on pourrait vraiment l'entendre, on pourrait en discuter, mais ça fait 50 ans que l'autorité est en crise. La question de savoir s'il y a quelque chose qui émerge, qui serait du côté de l'autorité moderne ou de l'autorité émancipée. La relation d'autorité, en tout cas telle que je propose de la définir sur les traces notamment de Kojève, de Berlier-Bov-Dallon, c'est une relation qui est subjectivante. Et d'ailleurs, il n'y a pas de possibilité d'un processus de subjectivation sans relation d'autorité. Voilà. Mais c'est une ascendance, c'est une domination, mais c'est une domination qui, en même temps, a une dimension égalitaire. Il n'y a pas une négation de l'autre, il n'y a pas une volonté de domination pour la domination. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je n'ai pas. J'aimerais bien. Alors, je vais essayer de dire pourquoi je suis pas tout d'accord. Je pense que vous êtes dans une vision très
de bonne volonté. Enfin, ce pouvoir et la domination, et je suis beaucoup plus. Je préfère une appréhension beaucoup plus sur l'ordre. Moi, j'insisterai sur l'ambiguïté de ces relations. Bon, voilà. Et je ne vais pas développer parce que ce qui serait pas mal, c'est que je vais le faire un peu plus tard quand vous aurez intervenu un petit peu, parce qu'on va passer ensemble. Apparemment, je ne peux pas circuler le problème aujourd'hui. Alors là-dessus ou sur autre chose. Si vous êtes. Ouais, non, en fait, moi, tout simplement, parce que moi, je vois bien la relation d'autorité et de pouvoir différencier. Du coup, j'aimerais bien. Qu'elle développe son position. Bon, ben, je vais. Parce que nous, on a eu le temps. Ah, vous avez expliqué entre vous, d'accord, ok. Non, bon, moi j'ai une représentation beaucoup plus. Enfin, voilà, qui me pardonne moins binaire. C'est très clair, hein, l'opposition que fait Dimitri là, entre autorité et pouvoir. J'ai une vision moins binaire, je comprends maintenant pourquoi il oppose les mots. Je dirais, voilà, moins manichéenne. Cette idée qu'il y a, je suis d'accord avec l'idée, c'est une formule que j'ai prise je ne sais pas où, qu'il y a un pouvoir qui fait grandir et un pouvoir qui fait diminuer. J'aime beaucoup cette opposition, donc là vous voyez je suis dans le binaire. Mais, disons, ça doit être une question d'âge. J'ai appris que ce n'est pas parce qu'une autorité est, cet espoir qu'ont Dimitri et peut-être Pablo, que c'est parce qu'une autorité est malveillante, ce qui n'est pas le cas de Dave, il n'est pas malveillant, qu'elle est forcément, comment dire, indolore, qu'elle fasse grandir. C'est tellement vrai ce que je dis là, c'est que dans l'autobiographie, Marc dit qu'il a énormément souffert de la jalousie à l'égard de son frère. De ce frère si bienveillant, hein, si protecteur, si père, si frère aîné, etc. Bon, voilà. Donc moi je pense que ces choses sont beaucoup plus ambiguës que ça. Je suis une sœur aînée, donc voilà, j'en sais quelque chose. Je suis aussi une sœur cadette, ça c'est une position géniale parce qu'on comprend plein de choses. Et je suis bien placée, la notion biographique, pour savoir que parfois, alors, et là j'insiste, on n'est pas d'accord, je pense que ça va avec, sur l'idée de la naturalité. Parfois, le fait que certains individus ont des ressources entre guillemets naturelles, alors maintenant il a fait des trucs génial à faire à des sociologues en disant qu'il n'y a rien de naturel. Hein. Mais alors, biologique, pas biologique, social, là ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, tout le monde se casse les dents, qu'est-ce qui fait que des gens ont des ressources qui fait que ça on s'impose aux autres. Bon, encore une fois, bébé n'a pas réussi, Bourdieu n'a pas réussi, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'impose aux autres. Alors moi je dis naturel au sens où, c'est pas que c'est naturel, c'est bien que tu me reproches ça, moi je dirais que c'est il y a quelque chose qui rend cette ressource facilement naturalisable. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Parce que c'est très maladroit de dire naturel. Bon. Bah, je prétends que dans le monde social, soit qu'elle soit construite comme elle est née sur le cadet et le cadet sur le Benjamin, qui en profite tout largement, il y a des ressources qui font que, eh ben, il y a la supériorité sociale et que ça n'est pas un ordre. Marc a souffert de la supériorité, le terme je l'assume, de Dave sur lui, qui était voilà, champion du monde, en plus coach en plus père, capable de faire sa vie, etc. Voilà. Et donc l'opposition qui est rassurante que vous faites entre Dupont et Dave, moi, ne me rassure pas complètement. Je pense que Miller n'était pas dupe, c'est que je pense que Miller a vu, et j'en veux pour preuve non simplement la réalité de l'autobiographie, mais une scène qui a été coupée, où, je pense qu'il y a 2-3 scènes coupées, où Marc va voir la femme de son frère, et il lui dit, mais c'est quoi cette voiture que tu as? Et il lui dit, ben, je ne sais pas d'où elle vient, et il lui dit, mais c'est ma voiture. Dave m'a pris ma voiture. Et il ajoute, c'est normal parce que toi tu as pris ma voiture, mais tu m'as aussi pris mon frère. C'est-à-dire qu'il se sent dans un truc de déprivation par rapport à son frère. Donc, non seulement dans la réalité, mais en tout cas, Bennett Miller, alors c'est peut-être un peu insistant, il a enlevé la scène. Voilà. Juste pour finir là-dessus, ce qui m'a énormément frappé dans les autobiographies communistiques,
L'une d'entre elles, la plus récente, 2016, c'est ça. C'est qu'elle dit que toute sa vie, ça a duré, elle est partie à un moment donné, elle a quand même lâché, mais elle a dit toute sa vie, elle avait essayé de retrouver son premier patron, enfin, quelqu'un qui serait équivalent à son premier patron, qui avait effectivement une autorité, entre guillemets, naturelle. Et dans la voiture, quand elle me ramène après l'entretien qu'on a fait ensemble, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient tous les autres? Quand vous dites Monsieur Neige, il était formidable, Monsieur Neige, en plus, elle était pure, cette autorité. C'était des faux noms, hein, c'est pas des noms, c'est des noms qu'elle a. Bon. Et elle me dit, au fond, vous avez raison, et les autres, ils avaient tous un peu que c'était des parvenus. C'était des gens qui n'avaient pas appris à dominer. Tandis que le premier, c'était quelqu'un qui était un aristocrate, qui avait de l'argent, qui était très lettré, il adorait la peinture, il adorait la littérature, c'est-à-dire qu'il avait énormément de ressources, qui ne sont pas naturelles évidemment, mais qui étaient intégrées depuis plusieurs générations, et qui fait qu'elle avait de l'admiration pour lui. C'est-à-dire son autorité sur elle était naturalisable. Alors c'est socialement construit, voilà, c'est ça là qui me permet de penser ça. Voilà. Et il y a une phrase que je me suis toujours opposée qui dit nul n'est un maître pour son. Enfin, nul n'est, comment c'est l'expression, n'est un grand homme pour son balai. Et bien, je vous assure que c'est pas vrai. C'est-à-dire que si on peut naturaliser, comme elle a fait pour Monsieur Neige, les ressources de son patron ou de son aîné ou de son père, et ben ça marche. Si vous arrivez à naturaliser ça, ça marche beaucoup mieux. Et là, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la bienveillance, la malveillance, mais qui a à voir avec la souffrance d'une supériorité qui s'impose et qui est incontournable. Et ça, je pense que dans l'effort qu'on a souvent de se dire il y a un mauvais pouvoir, il y a un bon pouvoir, on va peut-être arriver à trouver le bon pouvoir, il y a un truc qui est incontournable, qu'il faut accepter, c'est qu'il y a des ressources et qu'elles sont en degré ou en quantité, ou en quantité, variables. C'est terrible de dire ça. Et tant que vous n'avez pas accepté qu'il y a ça, ben vous allez être dans une vision un peu qui oppose le pouvoir. Voilà. Mais bon, j'ai répondu à votre question. Bon, évidemment que le peu que j'ai pu en dire là est très rapide et heureusement qu'il n'y a pas du tout une vision binaire sur ces choses-là. Je l'ai dit d'ailleurs, les deux peuvent s'entremêler. Les jeux sont beaucoup plus complexes. Il n'en reste pas moins que différencier les différents régimes de la domination me semble être absolument essentiel. On ne peut pas mettre toutes les dominations sur le même registre. Et la distinction pouvoir-autorité, on va continuer à la déplier, mais je pense vraiment qu'elle tient très très bien. Après, l'exemple que tu donnes là, il faut bien entendre que c'est une relation fraternelle. Et que la relation d'autorité, justement, elle ne s'installe pas seulement parce qu'il y en a un qui est en place d'autorité, il faut quelque chose qui circule. Dans la relation fraternelle, il y a toujours des enjeux de rivalité. Évidemment qu'il y a davantage de complexité dans cette problématique-là. Il n'en reste pas moins que le positionnement que tient Dave et que le positionnement de Dupont sont absolument opposables, point par point. Ce que j'appelle le rapport de pouvoir, ça part d'un pouvoir qui se veut personnel. Ça part d'un désir de possession du pouvoir. Ça part de quelque chose qui est avant tout du côté du désir de domination. Et le premier pan qui caractérise ce que j'appelle le rapport de pouvoir, c'est que c'est un rapport qui tend à faire régner le désir et l'image du prétendant au pouvoir. C'est exactement ce dans quoi est Dupont. La relation d'autorité, c'est une relation qui se veut être du côté, déjà qui ne joue pas du tout sur la visibilité, dans la même mesure que le rapport de pouvoir. Le rapport de pouvoir se nourrit perpétuellement de mise en scène, perpétuellement de visibilité, et pour aller dans le sens précisément de ce que tu disais, se nourrit toujours d'un rapport à l'idéalisation, d'une propension à l'idolâtrie potentielle et d'un rapport au grandiose. Mais pas, moi je ne dirais pas grandeur, encore une fois je différencierais. La relation d'autorité, elle peut tout à fait passer par des enjeux invisibles. Le premier, à mon avis, qui a introduit un petit peu qui a amené une rupture quand même dans l'appréhension qu'on pouvait avoir de l'autorité, c'est Kojève, en disant une autorité n'existe qu'en tant qu'elle est reconnue. Ce qui implique derrière, il faudra plus de temps pour déplier, mais que l'autorité passe fondamentalement par une circulation de la reconnaissance. Dès qu'il n'est jamais dans une négation, dans le film,
dans la fiction qui nous a été donnée à voir, parce que je pense qu'il y a une fiction qui s'appuie sur une réalité, c'est le film qu'on est en train d'analyser et qui essaie de nous donner à voir et à sentir par ce film, il n'y a pas un seul moment où Dave est dans une position où il tend à nier la subjectivité de son frère. Qu'il y ait des enjeux de rivalité, qu'il y ait une dimension qui puisse avoir des effets qui n'arrivent pas à déployer son émancipation, bien sûr, il y a d'autres degrés de complexité. À qui ça appartient, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire d'un divorce qui est revenu très tôt, donc on ne sait pas grand-chose. À 2 ans, un père qui semble être quand même considérablement absent, donc il y a d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte. Et évidemment qu'une relation d'autorité entre un grand frère et un petit frère, ça complexifie considérablement les choses. Voilà. Je peux d'un mot pour reprendre la réponse, c'est que effectivement Nadine oppose au fond le pouvoir avec des désir de dominer. Les guides de non dit je mettrai là-dedans. Hein, oui. Si, Ah oui, Dave, là oui. Ah, je suis d'accord, l'opposition entre Dave et Dupont, je marche, bon, bien sûr. Et puis l'autorité avec la reconnaissance qu'elle suppose, je marche tout à fait. Et ce que j'ai découvert, moi c'est vraiment le fait de découverte sur Julien Danfour écrire ce bouquin, c'est que dans les relations maîtres domestiques, en tout cas, j'ai découvert que le mot de Bourdieu, ça ne marchait pas bien. Parce qu'il y a plein de patrons qui ne sont pas dans la libido dominante. Ils ne sont pas dans la libido dominante. Ils n'ont pas de jouissance dominée. A fortiori, les petits patrons que nous sommes aujourd'hui, quand vous avez une femme de ménage, vous n'avez pas beaucoup de jouissance. C'est compliqué. Et bien, pourtant, les filles qui me parlent de leur emploi me disent que c'est un peu là. Voilà, c'est ça que j'ai appris. Donc, c'est pour ça qu'elles me disent que c'est insupportable. La place diplomatique. Oui. Elles disent que c'est insupportable. C'est insupportable de nettoyer les cheveux de quelqu'un, même s'il est gentil. C'est sûr. Voilà. Ah, Pour 3 sous. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je rends l'espoir que donne l'opposition entre l'autorité et le pouvoir. J'ai découvert ça tout de suite. Bon, peut-être qu'il faudrait que... Mais ça, c'est pas du tout une contradiction, Non, ce que non, tu viens de dire. Ça ne rend pas du tout possible. l'opposition. Ben non, là, c'est une question de domination sociale, de facto. Il y a un dispositif. C'est pas une histoire simplement relationnelle. D'ailleurs, donc c'est pas... Ça dans ta proposition, que toute forme de domination rapprochée s'appuie sur une domination préalable, c'est une espèce de répétition d'une domination un peu plus primitive. Ça doit tenir. Mais la question, en tout cas, des marques, peut-être cette domination ne s'est pas exercée dans ces couples-là. C'est pas des marques, mais peut-être c'est ailleurs. C'est un gosse pauvre qui a vécu en étant ballotté de par-ci par-là, on ne sait pas ce qui est son histoire familiale, peut-être qu'il a eu un beau-père à un moment donné, etc. Rien que ces expériences d'humiliation sociale, ça pourrait être entré dans ces rangs-là. J'en sais rien, on ne connaît pas l'histoire, peut-être si on lit son autobiographie, on connaît pas beaucoup de choses dans les films, en tout cas, c'est pas là. Et je pense que dans les films, je suis parfaitement d'accord avec Dimitri qu'il n'y avait pas forcément une relation de... Je ne soutiendrai pas qu'il y ait une relation de domination avec le frère. Alors, on est plutôt du côté de... Non, mais il y a une ascendance. Il y a une ascendance. Il y a une forme de domination, mais C'est paradoxale. Il y a l'ascendance, c'est pas forcément de domination et de puissance. Il y a une domination, mais qui n'est pas fondamentalement inégalitaire, qui ne tend pas, depuis Dave, à écraser son frère. Elle est inégalitaire. Elle ne tend pas à l'anéantissement de l'autre. Elle est inégalitaire, parce qu'il y a une ascendance. Donc c'est une relation qui n'est pas... Oui, mais elle est symétrique, dissymétrique. C'est pour ça que je dis qu'elle est paradoxale. Elle est paradoxale. Ça, c'est ce que disent... C'est une des définitions, justement, que Marie-Josée Monzin donne de l'autorité. C'est que c'est une relation éminemment paradoxale, dissymétrique et symétrique. Il y a nécessairement une ascendance, il y a quelqu'un qui a quelque chose à transmettre dont l'autre ne dispose pas, mais pour autant, celui qui prend place d'autorité reconnaît à l'autre une liberté, une dignité, une capacité d'être en désaccord, etc., une subjectivité propre. Et il travaille avec cette subjectivité propre. Donc il y a vraiment une dimension, il y a une domination tout à fait paradoxale. Bon alors, est-ce que ça fait avancer votre schmilblick? Notre désaccord. Peut-être qu'on pourrait reprendre un petit peu les programmes, ce qu'on va faire là-dessus. Vous avez des envies de... Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais on les refera sans doute tout au long de l'année, mais
quels sont les bénéfices justement que peut tirer le dominé de cette relation, quand même, De cette domination de cette domination, Bénéfice, je ne sais pas. De quelle domination? De quelle du domination? pouvoir. Ah bah du pouvoir, aucun. Voilà. De Mais- rapport de Oui, pouvoir, non, mais aucun. peut-être qu'il peut reste attirer dans cette une position jouissance. et qu'il ne puisse pas s'en sortir. Mais moi je suis d'accord avec Pablo, il y reste pas. Enfin, dès qu'il se rend compte que le contrat narcissique fonctionne pas, il essaye de partir. Il veut plus avoir rien à voir avec Dupont. Oui, oui, dans ce film, mais dans d'autres films, je sais pas. Ah oui, bah, et là on est sur ce film-là. Donc la question, c'est là où je suis Mais ça, d'accord. c'est vraiment une question qu'on va faire. La question du masochisme, ça a évidemment son mot à dire, mais pas seulement. Il y a aussi, on peut tout à fait considérer, à mon avis, que la question de la servitude volontaire Qui répond a aussi des enjeux psychiques. Oui. Et dont, je veux dire, parce que pour rebondir sur ce que disait Dominique, quelqu'un peut tout à fait être en place. Parce que ce dont tu parlais, Dominique, ça a à voir, il me semble, vraiment avec des questions de domination sociale, où de toute façon, laver les chiottes de quelqu'un, c'est humiliant, de facto. C'est insupportable en soi, même si la personne est gentille, effectivement. Mais c'est pas ça que moi j'appelle un rapport de pouvoir. Je parle de rapport de pouvoir dans une relation qui unit une forme de contrat psychique inconscient. C'est autre chose. Et pour continuer à manier un peu les paradoxes et le fait que les choses ne sont absolument pas binaires, on va penser très très loin s'en faut, quelqu'un peut être dans une position qui serait du côté de l'autorité, mais s'il rencontre un regard idolâtre, le rapport de pouvoir peut se lier depuis ce regard idolâtre. Donc les choses sont pas... Il s'agit de différencier des choses qui sont absolument fondamentales à différencier, qui sont extrêmement opératoires et tout à fait concrètes et qu'on peut éprouver au quotidien. J'ai éprouvé aussi bien dans tout mon parcours professionnel, d'abord comme éducateur, ensuite comme psychologue, puis comme psychanalyste, en supervisant des équipes aussi socio-éducatives. Je vous assure que la question de la relation d'autorité telle que j'essaie de la formaliser est, à mon avis, tout à fait opératoire. Mais pour autant, évidemment que ces catégories, comme toute catégorie, sont susceptibles de s'interpénétrer, d'amener des dimensions de plus grande complexité. Ce sont des catégories, ce sont des champs d'entendement, c'est pas la chose elle-même, c'est jamais la chose elle-même. Le mot n'est jamais la chose elle-même, de toute façon. Pour répondre très rapidement, je pense qu'on va pouvoir développer ça un peu plus pendant l'année. Je ne dirais pas qu'il y a des bénéfices, mais peut-être une jouissance. Ah, une jouissance, c'est sûr. Dans le rapport de pouvoir, il y a une jouissance. Et potentiellement, il y a une jouissance du côté de la servitude, ça, bien sûr. Alors là Avant que tu répondes sur ce que Dimitri vient de dire, parce que je pense qu'on a touché un truc intéressant, c'est les difficultés épistémologiques de notre dialogue. Oui, Parce que bien sûr. là, je me rends compte que ta définition de la domination approchée, elle se base sur des critères sociaux réparables, c'est-à-dire, je dis le contact corporel, c'est des gens qui habitent ensemble, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'espace extérieur à cette relation où la personne puisse parler de la relation, etc. Et là, on est en train de te répondre d'un point de vue subjectif et plus même d'un point de vue pulsionnel à un certain niveau. Peut-être que c'est là où Bien sûr, mais c'est ce que je on pense. parle de façon croisée. Absolument, oui, on n'est pas sur le même niveau d'analyse qui est bon, c'est en ça que c'est voilà, complémentaire. Là, l'intérêt du dialogue. Alors là, c'est marrant parce que de même sur les bénéfices, vous avez répondu en bénéfices pulsionnels, mais il y a des bénéfices matériels considérables. Ah oui, ça c'est clair. Dans une domination masculine, bon, les femmes ont d'énormes bénéfices à la fois matériels, mais il rapporte de l'argent, ce monsieur quand même. Hein. Il a un statut, des bénéfices symboliques. Les femmes souvent sont flattées par le statut marital. Dans la relation maître domestique, ben voilà, j'ai une jeune collègue qui travaille sur les gens qui s'emploient auprès des très riches, comme domestiques. Hein. Et toutes ces jeunes collègues de sa thèse ne comprennent pas mais pourquoi ils s'emploient auprès des très riches. Mais elle leur dit, mais d'abord parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, pas longtemps, parce qu'ils ne vont pas supporter longtemps, ils sont épuisés au bout assez vite, parce qu'on les exploite beaucoup quand même, et tout le temps, enfin, ils sont pris beaucoup, 24 heures sur 24, sont très disponibles. Mais ils gagnent beaucoup d'argent en très peu de temps. Et puis, les vies symboliques, c'est effectivement, ils sont dans des lieux qui sont beaux, ils le disent. Ils le disent, c'est beau. On a tout ça dans le film. Moi, j'ai pas ça chez moi. J'ai jamais eu ça chez moi. Bon, je l'ai provisoirement parce que je ne vais pas habiter toute ma vie chez eux. Donc, les bénéfices matériels, il y en a, qui fait qu'on reste dans la relation. Après tout, Marc, son frère le prend en charge, l'aide, le soutient. Et puis même pour Dave, les bénéfices, c'est qu'il fait grandir son frère, c'est la même famille, ils sont proches, des alliés.
Enfin, il y a plein de bénéfices pour rester dans une relation Tout à quand fait. même. Hein. Voilà. Là, on est en pleine sociologie compte des bénéfices. Je ne parle pas de pulsion, pas du tout. On voit à la fois les bénéfices matériels, puisqu'il est dans un environnement beaucoup plus riche qu'il n'a jamais pu avoir dans sa vie. Et on voit aussi justement dans la scène où il est présenté en société, il est présenté presque comme un animal de compagnie, mais même il a contact avec des gens qui l'intimident beaucoup. C'est un des trucs que Dupont lui dit, il ne se fait pas intimider par ces gens. En même temps, il le flatte beaucoup. Hein. Vous connaissez, il est champion, et c'est le champion olympique. Là, là où il avait auparavant, finalement, si vous avez connaissance, les premiers blancs. Bien sûr, à ce moment-là, il marche encore, on est avant la gifle. C'est ça qui est dramatique, des bénéfices, il y en a. Ça fait tenir le truc. Pas que du masochisme. Non, il n'y a pas que du masochisme. Non. Là, il faut être et dans cette histoire-là, je ne pense pas que le masochisme occupe une place si importante que ça. Je ne vois pas encore du tout. Je pense que, je veux dire, justement, il s'en va directement. Il tient. Il y a vraiment un contrat narcissique qui est rompu. Et d'ailleurs, il est rompu à ce point qu'ils l'auront en donnant un grand coup de tête dans le miroir. Je veux dire, il éclate le miroir d'un coup de tête. Il y a quelque chose qui est absolument insupportable pour lui, qui est inélaborable pour lui, mais il s'en va. Il ne veut plus avoir le moindre contact. Il ne peut pas en parler d'ailleurs. Hein. Il a des capacités de sublimation et d'élaboration. Marc a quand même, somme toute, assez limité. Il n'arrive pas à en parler. Il ne peut pas aller le voir et lui dire voilà, tu t'es foutu de ma gueule, par exemple, quand même. Alors, ce qui est dramatique, pour reprendre votre histoire de bénéfice matériel, aussi, le bénéfice, c'est que si j'en crois l'optimisme de Tableau sur le fait qu'ils s'en sortent, hein, là encore une fois, la seule issue, c'est la fuite dans une relation de domination rapprochée. Et c'est très important comme enseignement. J'ai un ami qui m'a fait remarquer, après avoir lu le bouquin là, sur les domestiques, m'a dit au fond, mais ça expliquerait qu'il y ait plein de femmes aujourd'hui qui préfèrent le boulot précaire, la précarité, plutôt que de rester dans une relation de domination domestique, enfin de travail domestique. Bon, donc, c'est-à-dire que la seule issue, alors on l'a dit il y a dans les années 60 à propos de la domination coloniale, on l'a dit, la seule issue, c'était la fuite, il n'y en avait pas d'autre. Bon, alors après la domination s'est recomposée, aujourd'hui elle est très forte, sous une forme complètement transformée. Mais en tout cas, ce qu'on a appris dans les différents films qu'on a fait ensemble, peut-être à une exception près, c'est que la fuite semble la seule issue qui fait survivre les gens. Whiplash, en fait, il a fallu qu'il fuit pour qu'il revienne. Mais on a quand même choisi, pour l'instant, volontairement, des films... Peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Sauf ça. Et Whiplash, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a quelque chose de plus indécidable. Il y a une exaltation à la fin. Il y a quand même quelque chose de plus indécidable. Mais on a quand même, pour l'instant, choisi des films où précisément la question, ce que j'appelle l'émancipation des rapports de pouvoir, n'opère pas. C'est avant tout ce que j'appelle des rapports de pouvoir constitués qui vont jusqu'au... En l'occurrence, qui vont jusqu'au bout, alors avec quand même cette ironie transférentielle. Hein, là, je veux dire, lui, il finit vraiment, j'y reviens, j'arrive pas à... Dupont, pourtant, ça devrait pas être compliqué. Il finit vraiment par tuer celui qui voudrait être et qui n'est pas en mesure d'être. Il choisit une autre stratégie. Dave ne veut pas fuir, il veut jouer la ruse. Oui. Il veut jouer okay. Il y a quand même une autre issue là, c'est-à-dire remettre dans la relation professionnelle, mais c'est condamné par la fin de l'histoire. Voilà. C'est condamné parce qu'il n'a pas vu le degré de folie qui lui faisait face. Il n'a pas vu. Il n'y a pas de rationalité possible. Ouais. Autre remarque, oui. Il y a quand même je trouve qu'à la fin, pour moi, le fait que vous dites qu'il s'en sort, pour moi, c'est très faible en fait par rapport à l'image qui nous est montrée en fait. Je sais pas. Je n'aime pas trop parler en même. D'accord. Parce que en fait, moi de ce que j'ai perçu du film à la fin, il rentre dans la salle, il y a le jeu avec la fumée, il est vraiment nommé comme le champion de la médaille, et il n'y a pas un seul moment où il y a le fait que son frère soit mort, qu'il vienne rompre ça, il est vraiment nommé. Pour moi, il a repris un peu justement sa subjectivité, et là il est pleinement redonné en fait. Moi, il s'en sort. Il n'y a pas un moment où il y a son frère, la mort de son frère qui dans l'ordre chronologique, je ne suis pas sûr que ce soit après. Ah, si, mais si, c'est la fin du film. C'est la fin du film. C'est dans l'ordre du film, mais dans la réalité, le meurtre du frère
Non, mais sur le film, il faut Ça, c'est un an après. Je sais pas, mais en tout cas dans le film, sur le fait qu'ils s'en sortent pas. Non, mais moi je pense pas du tout qu'ils s'en sortent pas, et sincèrement, en plus, enfin, de mon point de vue, je trancherais même pas, ni il s'en sort, ni il s'en sort pas. La fin du rapport de pouvoir s'arrête avec le meurtre du frère. Voilà, après lui, il fait ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va en MMA parce que ça s'ouvre, mais le rapport de pouvoir est mort. C'est le cas de le dire, le rapport de pouvoir est mort. Il en est sorti. Donc il en est sorti de facto. Est-ce qu'il va s'en sortir pleinement dans sa subjectivité? On n'en sait rien. On s'arrête sur, effectivement, il est dans un truc qui lui correspond. Potentiellement, à mon avis, il va quand même se faire. Mais bon, bref. Parce que le problème du MMA, c'est que moi je ne connais pas très très bien, mais je sais que c'est pas les lutteurs qui s'en sortaient le mieux. Voilà, pour des raisons techniques, c'est pas les lutteurs qui s'en sortaient le mieux. Et c'était plutôt les types qui font du jiu-jitsu d'ailleurs, qui s'en sortaient le mieux. Mais bon, voilà. Mais enfin, si vous voulez, moi, de facto, il n'est plus dans l'équation du rapport de pouvoir. Et d'ailleurs, je veux dire, il n'y est plus à partir du moment où il y a la rupture du contrat narcissique, il y a la rupture spéculaire. Ça se déplace sur son grand frère. Après, si on veut pousser un peu plus loin, mais vers un sens plus social, cette dernière scène, il y a encore la présence d'un supporter avec un bandeau avec les drapeaux américains. C'est la dernière occurrence du drapeau américain dans le public. Et les gens chantent, parce que c'est un russe en principe contre lequel il va se battre. USA. Donc on renvoie justement à cette question idéologique Mais là où je veux en venir, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même plus d'enjeu pour lui. De facto, il y en a un son frère est mort, l'autre est emprisonné, il n'y a plus d'enjeu. Donc c'est même pas une question, c'est plus une question. Mais ce que je voulais dire en faisant, c'est répondre aux deux niveaux, l'individuel et le social, c'est que dans un sens, il s'est sorti. Il n'est plus vraiment dans la relation de pouvoir, comme Dimitri dit, ça c'est terminé et c'est clair. Mais il continue de se battre avec une condition sociale et la position avec laquelle il doit faire. Et il le fait tout seul, de facto il le fait tout seul, donc de ce point de vue-là. Il ne s'en sort pas totalement, je ne vais pas retourner à la fac pour avoir un diplôme et accéder à notre position sociale. Mais d'ailleurs, sociale. quand il pose la question, il aurait une licence, l'équivalent d'une licence. Il a fait la fac. Et c'est pas white trash, moi je pense pas que on n'est pas dans le white trash, il y a quand même un niveau, en tout cas tel que c'est donné à voir dans le film, le frère il a quand même un niveau un peu plus poussé, mais intellectuel. Les principales formes pour des classes populaires d'accéder à la fac aux États-Unis, c'est le sport. Absolument. Les niveaux les plus importants pour la lutte aux États-Unis, c'est les sports, c'est la lutte collégiale. C'est justement ce qu'ils font quand ils sont à la fac. Et là, il est undergraduate, c'est-à-dire il a fait les 3 années sans aucune spécialisation. C'est comme s'il avait terminé un peu comme la licence. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à un métier spécifique. Oui, d'accord. Sans doute, il a fait à cause de la lutte. C'est un bon lutteur qui a été repéré. Ce qui est fréquent. C'est l'idée de l'ascenseur social, encore une fois, sauf que ça débouche sur quoi après. Il y en a beaucoup qui s'en sortent grâce à ça, justement, parce qu'ils ont accès à l'éducation supérieure, donc à partir de ça, ils peuvent se reconvertir et créer une carrière parallèle. Mais ce n'est pas le cas pour lui. Peut-être parce que il est très jeune. Et finalement, à la fin, on voit qu'elle a changé les disciplines. Elle ne fait plus de lutte. Oui, c'est ce qu'on dit. Elle fait le catch. MMA, Il s'est déplacé. Et on voit pas les résultats. Est-ce qu'il a gagné ou pas? Mais c'est pour ça qu'on ne sait pas. Je crois qu'il a perdu. De toute façon, il y a quand même le texte à la fin qui dit qu'il a arrêté assez rapidement. Je pense qu'il a fait 2 combats dans ça seulement. Il a arrêté assez rapidement. Alors, vous voudrez continuer si j'avais un truc à dire, rajouter. Et après, par rapport au passage à l'acte en lui-même. Lequel? Oui, c'est vrai. Le fait de tuer le frère. Et le passage à l'acte, l'enchaînement des séquences, à mon avis, est extrêmement éloquente. Il est en train de regarder son mensonge télévisuel, dont il est le metteur en scène principal. Il est en train de regarder son mensonge, qui le met en lieu, qui essaye de le mettre en lieu et place de Dave, mais en plus grandiloquent quand même, vraiment dans une image grandiose, hallucinante, assourdissante. Et le mensonge est en train de lui éclater en plein visage, d'autant plus que Dave se positionne avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de calme, comme n'étant absolument pas sous son emprise.
Non, là c'est dimanche, juste avant. Si Donc il il va littéralement tuer celui qui ne peut pas être, mais dans le réel. C'est comme ça que j'entends le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'insoutenable. En plus, sa mère vient de mourir, en fait, tous les efforts. Il n'a plus rien, en fait. Tout lui échappe. Son phallus est parti. Son phallus n'est plus sous son emprise. Le frère n'est plus sous son emprise. Il voudrait être le frère. En fait, il y a quelque chose de sa propre mise en scène, de sa propre illusion narcissique, de sa propre mystification, de sa propre construction imaginaire, qui ne peut plus tenir et qui est insoutenable. Et ce qui est évidemment insoutenable, c'est qu'il y ait quelqu'un qui n'a absolument pas tous ses moyens, qui est vrai. Je veux dire, vraiment, il y a quand même une opposition entre les deux personnages, mais ils sont diamétralement opposés. Il y a quelqu'un qui est dans l'incarnation, qui est dans le plaisir, qui est dans la joie, qui est dans l'éros dans le sens le lien à l'autre. Lui, il a aussi un caractère extrêmement obsessionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout est dans la rétention tout le temps. Il y a un truc. Et puis dans une construction de faux semblants de bout en bout. Vraiment de bout en bout. Alors à ce propos de la rétention de Steve Carell, qui joue Dupont, et du corps de Mark Ruffalo, il y avait dans une des critiques que j'ai lues l'idée que ce que faisait Miller, le metteur en scène, c'était vraiment du cinéma, au sens où, à la limite, les corps disent tout. Alors, on l'a beaucoup dit, c'est que les transformations de Channing Tatum, de Mark Ruffalo, qui a l'air d'un intellectuel de gauche assez très fin, enfin, je l'ai vu, je ne le connaissais pas, moi, cet acteur, mais il a apparemment beaucoup de succès aux États-Unis, il les a transformés, véritablement, complètement, et c'est assez frappant, au fond, c'est sourd, comment il dit, le manège de trois, alors il n'est pas d'accord, Dimitri, mais enfin, le manège des trois dominations qui se croisent, là. Elles sont jouées par trois corps très différents. Ça, je suis d'accord. Hein. Oui, il y a un manège de trois dominations, je suis d'accord. Mais il faut les différencier. C'est ça que, voilà. Okay. Mais ce qui est effectivement frappant dans ce film, il faudrait voir dans les autres, ça m'a moins frappé, mais chacun a le corps de la position qu'il a par rapport à, on appellera ça le charisme, le pouvoir, l'autorité, etc. Mark Ruffalo a cette espèce de poids, il est puissant. Et il n'est pas, je vous assure, quand vous le voyez, il n'a pas l'air, enfin, quand il est l'acteur, hein, il ne fait pas du tout ça, il ne marche pas comme ça, etc. Il n'a pas ce visage-là, il a changé complètement de coiffure, de cheveux, etc. Channing Tatum, il a travaillé ce prognatisme-là, il n'a pas apparemment... à ce point-là Non, pas à ce point-là du tout. Enfin, on le voit dans le bus, dans le train, je ne sais plus. Il a vraiment fait avancer son truc, c'est une force brute, quoi. Et bon, vous savez, vous ne savez pas que Steve Carell est un auteur, c'est un acteur de comédie qui n'avait pas ce nez abîmé, quoi, enfin, moche. Très de deg, aquilin. Alors peut-être aquilin, effectivement. Enfin, en tout cas, qu'il défigure. Et il a énormément de travail de la bouche chez Steve Carell aussi est très important. Il est aussi important pour Channing Tatum, cette avancée promenade qu'on a fait. Que la bouche qui s'ouvre à chaque fois que son autorité ou son pouvoir son pouvoir se trouve en échec. Là, à ce moment-là, vous le voyez toujours ouvrir la bouche. Il a un moment de suspens, ce que tu disais, il est interdit. C'est exactement. Et là, effectivement, parce que parfois on peut se demander pourquoi nous travaillons, nous, à partir de films sur les relations de domination. Il a fallu que je justifie, moi, pourquoi mon premier chapitre de bouquin, c'est sur des films. Et je pense que parce que dans ces relations-là, je ne dirais pas la naturalité, mais la naturalisation possible de la supériorité au voire du pouvoir, etc., par les corps, d'abord la naturalisation possible est importante. Regardez l'élégance naturelle de la mère sur son cheval. Mais en plus, le cinéma est un lieu où on peut montrer ça, enfin mettre ça en scène, des corps qui s'affrontent avec ce qu'ils disent du pouvoir, de l'autorité, de la domination, de la reconnaissance, etc. Voilà. Il y aurait, comment on pourrait dire, il y aurait une relation particulièrement productive entre nos thèmes, c'est-à-dire pouvoir, autorité, domination, etc., et le cinéma, tout simplement parce que les corps sont très importants dans ces affaires-là.
Absolument. Mais elle l'est davantage encore dans les rapports de pouvoir que dans les relations d'autorité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relation d'autorité juste en se parlant au téléphone. Bien sûr. Et dans le rapport de pouvoir, la question de la visibilité est omniprésente. La question de la mise en scène est omniprésente et elle passe par une mise en scène des corps qui a à voir avec le fait que la racine, tu parlais d'étiologie, là on en a très peu parlé, on l'a effleuré, mais la racine de cette propension, je pense que c'est une propension humaine, un rapport de pouvoir, c'est le narcissisme, c'est la question du narcissisme. Et ça, pour le coup, elle est absolument omniprésente, flagrante dans tous les films qu'on a abordés. Oui. Et alors là, tu as parlé de la vision, le fait de voir, mais je suis en train de penser au charisme, le charisme des voix. Là aussi, c'est très mystérieux de savoir pourquoi une voix, alors c'est un truc classique, c'est pourquoi une voix n'endort pas, ne vous endort pas. Bon, elle est charismatique. Ça fait penser d'ailleurs au joli film sur le roi qui n'arrive pas à parler en public, le roi anglais qui n'arrive pas à parler en public, mais qui petit à petit va apprendre le métier de roi qui consiste aussi à avoir une voix qui ne bègue, qui n'est pas bègue, et qui va faire le discours qu'on attend de lui à un moment où il faut justement, par le charisme, tenir l'énergie de la nation entrant en guerre. Donc voilà, il y aurait quelque chose qui a un rapport avec des arts qui sont des arts visuels, auditifs, etc. dans le salade, ce qui explique qu'on fait ça aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire moins bien peut-être avec d'autres arts. Quoi. Ça marche pas bien, je pense qu'on va se faire enfermer encore. Oui. Non, ça va, on va pas se faire enfermer. On est encore dans les temps, non mais on va conclure. Donc je vous redis les prochaines séances. La prochaine, c'est le 24 novembre. Alors, ce sera quoi le film? Alors, donc, je sais, mais le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trancher. À la limite, j'ai presque envie de vous poser la question. Ça sera le parrain, parce que pour le coup, la question de la mise en scène dans le pouvoir est absolument importante. Le problème, c'est que j'ai vu, je pensais que ça serait le 2, mais en fait, j'ai presque envie de tenter de faire... Non, de faire... Deuxième moitié du 1, première moitié du 2. C'était l'impression que la deuxième moitié du 1 je vais faire un montage, on va essayer j'y ai pensé. Alors il y a aussi le fait qu'il ait monté, Coppola a monté aussi une version télé. Qui est plus courte ou plus... Qui permet d'avoir une unité. Le problème, c'est qu'elle est difficilement trouvable. Donc, je ne sais pas encore comment on va se débrouiller avec ça. Mais l'idée, c'est quand même... Ce serait amusant, ça, un montage de 2 morceaux. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Mais en mettant l'accent sur le personnage de Pacino. C'est là où il est le... Et alors après, donc 24... On te donne la date après, ne t'inquiète pas. 24 novembre, 26 janvier, 23 mars, normalement Marie-Josée -1 et 25 mai. Le 4e, samedi du mois, tous les 2 jours. Voilà. Et là, le film d'après, alors, ce serait... Là, c'est toi, logiquement. Mais on va décider ça, c'est on n'a pas décidé, d'ailleurs. Ok, bon, ce sera un film de coach, à mon avis. Voilà, rendez-vous à ça. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Merci. On a fait une petite liste avec Dimitri. Ah bon ?